Internet et les réseaux sociaux ne seront plus jamais comme avant, en cause l'intelligence artificielle et puis la polarisation de nos sociétés. Vous allez pouvoir le constater, c'est une époque qui change. On a aussi des enjeux tech autour de l'assassinat de Charlie Kirk, un influenceur conservateur américain. On va en parler aussi dans cet épisode. Et puis on parlera aussi d'intelligence artificielle avec du nouveau sur OpenAI. C'est la société, vous le savez, qui est derrière ChatGPT. Les impacts comme celle de la musique, par exemple, il y a l'industrie de la musique qui est pénalisée. Et puis, on aura aussi la dose de procès du moment. C'est l'épisode 425 de Tech Café. C'est un podcast bi-hebdomadaire qui vous fait une revue de l'actualité de la tech dans un format agréable à suivre au quotidien. Et puis, ce contenu, vous le savez, est possible grâce à vos abonnements sur Patreon. Je vous invite à faire comme Clément et Clément-Marie. Ça se répète, voilà, c'est les hasards. Il y a 2 fois le même prénom, Clément, c'est un beau prénom, qui se sont abonnés depuis la semaine dernière et puis profiter de contenus exclusifs avec cet abonnement, des épisodes sans la pub et l'assurance que Tech Café sera diffusé durablement parce que c'est vous qui nous rémunérez pour ce travail. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile enthousiaste et il est avec moi, il est à la tech, ce que le bouton skip intro est à Netflix, ce que le liquid glass est aux appareils Apple. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Oui, alors je refuse cette deuxième comparaison, là, parce que le liquid glass, c'est un truc qui... c'est un truc qui se la pète et qui, en fait, nuit à la lisibilité globale du truc. Donc, Alors j'avoue. Non. Ok, Non, il faut non. voir ça comme ce qu'il faut retenir quand même dans ces analogies. C'est pas la nature de l'élément, c'est la nature du lien entre l'élément et son environnement. Tu vois, liquid glass, ok, on peut le critiquer et tout, mais il est Liquid Glass est à Apple, est au produit Apple, ce que tu es à la tech, ça veut dire quelque chose d'indissociable. Tu vois, c'est ça qu'il faut retenir dans cette image, Guillaume. Oui, et qui sera retenu probablement par l'histoire comme une immense erreur, mais bon. Allez, passons à autre chose. On a trop parlé déjà de Liquid Glass. Un petit mot de mon côté, Guillaume. Je suis, oh là là, incroyable, je suis enfin affilié Twitch. À moi les pubs, à moi les subs. En fait, j'ai passé quelques jours là à monter, je vous en avais parlé, ma nouvelle imprimante 3D. C'est une imprimante Prusa Core One. Et donc, j'ai diffusé ça en bonne partie, pas tout, mais en bonne partie sur Twitch et sur YouTube. Et donc, c'était hyper sympa parce qu'il y avait plein de gens qui discutaient avec moi. D'ailleurs, pas que d'imprimante 3D, c'était très cool. Remerciements aussi à Frandroid, ils ont fait quelques raids sur ma chaîne, donc c'était très chouette. Regardez, je vous montre parce que je fais la petite vidéo maintenant, mais il y a le petit Benchy. Tu le vois pas, Guillaume, il faudra que je te l'envoie en photo. Mais le petit Benchy, c'est le petit bateau qui sert de test pour l'imprimante 3D. Elle marche super bien, c'est trop bien. Autre élément d'actu très rapide, j'ai échangé cet après-midi avec les organisateurs et organisatrices du festival Roll Internet. Et c'est un festival de jeux de rôle qui a lieu en ligne et qui promeut la diversité quelque part au sens large. Ça aura lieu du 7 au 9 novembre 2025 et puis je vais animer au moins une partie de jeu de rôle en ligne avec une plateforme qui est à définir, mais en tout cas je ferai partie de cet événement-là. Alors si jamais ça vous intéresse, plus que jamais suivez-moi sur les plateformes vidéo que sont Twitch ou YouTube. Et puis, si jamais vous avez envie vous-même de participer à cet événement, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et vous pourrez peut-être faire une partie de jeu de rôle selon les créneaux qui sont disponibles et selon les jeux de rôle qui seront disponibles. C'est peut-être un bon moyen de découvrir ce fabuleux média. Vous l'avez compris, toutes les interactions et tous les échanges qu'on pourra avoir continuent sur Discord, le serveur Discord de Tech Café. techcafé.fr/Discord. J'ai publié un petit message puisque j'ai des accès au navigateur d'IA là, qui est en test. J'ai 5 invitations. Donc, si jamais vous voulez tester ce navigateur propulsé à l'intelligence artificielle, venez nous rejoindre sur Discord. Discord où on a plein d'interactions. C'est vraiment un grand plaisir de vous voir rejoindre Discord et de continuer à converser avec nous. On a des infos d'ailleurs qui circulent et qui font l'objet de discussions. Par exemple, l'iPhone, tenez-vous bien, contient des puces avec une architecture inédite. On entend souvent parler des architectures ARM ou ARM qui sont très adaptées aux mobiles, mais on parle aussi régulièrement dans Tech Café d'une autre architecture, j'oserais dire d'avenir, c'est RISC-V, ça s'écrit RISC-V avec le 5 en chiffre romain. Guillaume, c'est ton chouchou, RISC-V. Évidemment. Un détail pointé par Lou qui m'avait effectivement totalement échappé, les iPhone 17 contiendront un processeur RISC-V. Apparemment, le firmware des nouveaux iPhones
ciblent des puces de ce type-là. C'est des instructions qui sont, voilà, qui sont comprises par les RISC-V. On rappelle, c'est des architectures, hein, qui sont totalement libres. Voilà, c'est des jeux d'instructions totalement libres, open source, hein, si on veut. C'est complètement une autre famille que ARM, hein, qui n'est pas gratuit du tout, hein, et qui reste quand même évidemment l'architecture principale, hein, des cœurs d'iPhone. Et donc il y a d'autres petits cœurs annexes, hein, pour le traitement audio-vidéo qui seraient de cette famille en plus, donc c'est marrant. Après, dans une machine aussi complexe qu'un iPhone 17, je veux dire, des puces, des contrôleurs annexes, il y en a, c'est pas étonnant. Le fait qu'elles soient en RISC-V, c'est marrant. Et c'est bon, RISC-V, on en reparlera plus tard dans d'autres suppléments, mais RISC-V arrive aussi dans les data centers assez prochainement. On en Incroyable. reparlera, petit teaser, oui, tout à fait. Ça arrive partout. Donc, autre détail aussi qu'on a omis d'ailleurs en parlant de l'iPhone 17, c'est que c'est le premier qui a été massivement produit en Inde. Pas seulement, hein, mais en tout cas pour le marché américain, les iPhone 17 viendront en quasi-totalité d'Inde. Et au deuxième trimestre, le marché américain a vu arriver 11 millions de smartphones d'Inde et seulement 3 de Chine. Donc il y a un vrai pivot stratégique qui s'est opéré là avec cette génération. Et Apple représente quand même 70% des exportations de smartphones en Inde, une hausse de 44%, hein, par rapport à l'année d'avant. Donc l'Inde est à fond, hein, pour s'industrialiser, au détriment de la Chine évidemment. Il y a même un programme Make in India dont Apple bénéficie, alors que bon, il a quand même dû utiliser pas mal de manœuvres taïwaniennes et vietnamiennes, mais bon, ça c'est... En tout cas, voilà, donc évidemment l'Inde parce que les tarifs douaniers et tout ça, Ouais. ce qui n'est pas vraiment une totale, parce que c'est un sujet permanent avec Trump, ça change tout le temps, donc c'est pas Évidemment. forcément non plus une solution d'avenir, mais voilà quoi. En plus, Trump laisse filer le dollar, hein, qui ne cesse de baisser, et donc ça, ça renchérit le prix de tous les produits étrangers, quoi. Bon, et puis en plus, produire à 100% aux États-Unis, c'est toujours aussi réaliste, donc il fait qu'il se débrouille. On parlait aussi la semaine dernière du développement d'intelligence artificielle en interne dans des entreprises, en l'occurrence chez Meituan, qui est une entreprise chinoise. Et alors je m'étonnais de me dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces entreprises-là à développer en interne? C'est hyper intéressant parce qu'on a continué à discuter sur ce sujet sur Discord, Guillaume. Oui, un retour de Tim qui revient de Chine et qui est donc bien mieux placé que moi pour parler de Meituan qu'on a évoqué dans le supplément et que j'ai de manière un peu réductrice, hein, décrit comme une sorte de super Uber Eats. Donc Tim nous dit que c'est bien plus que ça, hein, parce qu'ils ont aussi une super app qui fait tout comme WeChat, et c'est même la 3e peut-être plus importante app à avoir sur son smartphone en Chine. Après WeChat et Alipay, et c'est vrai qu'ils font tout, donc hein, bon, oui, ils font la livraison de bouffe, mais il faut aussi la vente d'une multitude de trucs, donc des billets de transport, des réservations d'hôtels, de taxis, d'avions, de spectacles, de sport, de visites. Voilà, ils font du covoiturage, de location de vélo. Ils font même de la commande de produits de magasins locaux, c'est assez marrant. Ils font prestataire de paiement comme Alipay, quoi. Donc c'est une multitude de services, et du coup, oui, ça se comprend mieux. Ils sont donc riches en pognon et en données. Ils Et savent donc plus quoi en faire. effectivement, c'est dommage de laisser perdre, quoi. Et Tim nous dit que c'est pas si étonnant qu'une boîte mette un petit peu de ressources dans l'IA, quoi, qui est vraiment un truc vraiment à la mode, hein, qui pourrait lui être vraiment utile. Puis en plus, Pod rajoute que c'est finalement très français, selon lui, de sous-traiter. Bon, après, voilà, peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir ce retour de Pierre-Olivier qui effectivement nous dit que c'est très dans la culture française, peut-être européenne, de sous-traiter comme ça, et c'est beaucoup plus naturel pour d'autres environnements comme aux États-Unis ou j'imagine au Canada de développer des choses en interne. Est-ce qu'on assiste, Guillaume, au dernier jour de la vie des réseaux sociaux? On va se poser la question dans cet épisode, mais c'est aussi dans les conversations sur Discord. Ils sont probablement pas prêts de disparaître, hein, les réseaux sociaux, mais on peut quand même s'attendre à ce qu'ils soient plus jamais ce qu'on en a connu. En cause, le contenu généré par IA, et donc on en a parlé aussi sur Discord, Guillaume. Oui, parce qu'on disait dans un supplément que bientôt, on aurait tout un tas de vidéos génératives sur TikTok, Instagram, tout ça, qui montreraient des performances qui, du coup, n'auraient plus aucun sens. Parce qu'un mec qui sculpte un grainerie ou un time-lapse d'un gars qui peint une fresque sur un mur, moi, perso, ça me gave, hein, mais bon, je conçois que ça soit une performance qui puisse fasciner, tu vois. Si c'est une vidéo générative, quel intérêt? Si c'est même pas un vrai mec qui fait un vrai truc cool ou difficile, c'est rien du tout, quoi. C'est juste un abruti qui a mis 50 centimes dans Environ 3 pour tenter de gratter un peu de pognon sur la viralité du truc. Et on discutait, c'est marrant parce qu'on discutait de ça la semaine dernière comme d'un problème futur pour les plateformes. Ouais. Tu as des plateformes qui se nourrissent, hein, de ce type de vidéos purement divertissantes, qui sont ouvertement des bouffetants d'ailleurs, hein, des bouffetants creux, et qui allaient devenir tellement plus creux qu'elles risquaient de s'effondrer sur elles-mêmes à force d'être creuses. Et puis, Reddit, voilà. Cacahuète nous le relaye, mais en fait, je l'avais vu passer avant, sur le subreddit Stable Diffusion. Ce sont des vidéos génératives de time-lapse de gens qui peignent des illustrations. Alors là, en l'occurrence, c'est une fille animée, stylé manga, quoi. Et donc, il y a celle relayée par Cacahuète, qui est une fille manga assez standard, puis il y en a une autre, hein, qui a été postée d'ailleurs, hein, et c'est Rumi de Demon Hunter. Et c'est un peu la même chose, quoi, c'est un time-lapse. Alors, comment ils font? Parce qu'en fait, il faut un peu de travail, et ce time-lapse, c'est un montage, en fait, d'une vingtaine de vidéos, puisque donc il y a Elari, hein, le créateur de la vidéo, qui a partagé son workflow.
Et donc, il a utilisé Coin Image Edit pour créer les images clés et probablement pour les modifier exactement comme il voulait. Donc, par exemple, voilà, entre la feuille blanche et un premier croquis, puis un croquis vierge et une première phase de coloriage, puis une autre phase de coloriage, et tout ça jusqu'au dernier segment où l'image est complète et le gars retire la feuille pour avoir une nouvelle feuille blanche, comme ça boucle, tu vois. Donc, une fois qu'il a ces images clés, ben, il va utiliser One 2.2 pour générer les vidéos, avec les images et un prompt. Et après, il fait évidemment un montage minimal, et puis voilà, c'est ça. Et donc, tout ça est fait purement en local, hein, avec des IA 100% chinoises, 100% open source, hein, qui sont d'ailleurs distribuées par Alibaba, puisque WAD et Coin Image Edit, c'est Alibaba. Donc, n'importe qui, avec une grosse carte graphique, peut créer ce genre de vidéo gratos et en inonder TikTok. Et ça capture du temps de cerveau, parce que TikTok te paye pour. Hein, Mhm. donc, on tient un business model. Hein. Le business model, évidemment, il est à tes dépens, parce qu'en fait, tu regardes du rien. Puisque Mhm. personne n'a fait ce dessin. Personne n'a filmé son travail, ses efforts. Cet effort qu'il est si satisfaisant de faire passer en 50 secondes. Mm. Non, c'est du vide. Mais c'est du vide qui est indiscernable d'une vidéo réelle, parce que cette vidéo, si on me l'avait pas dit, j'aurais jamais deviné que c'était pas une timelapse un vrai, quoi. Celle sur Jamais de la Reddit, vie. elle paraît quand même, enfin, ça paraît un peu trop facile sur les poses de couleurs, mais en vrai, c'est très convaincant. C'est tellement convaincant. Franchement, je suis en mode doom scroll sur mon téléphone. C'est parce que J'y t'es pas un crois bon totalement. dessinateur, Guillaume. Alors, c'est vrai que je suis pas du tout dessinateur, donc ça doit jouer, je le reconnais. Mais la question se pose déjà. Hein, Ouais. donc, du coup, c'est même pas une préoccupation du futur, en fait. Mhm. C'est qu'est-ce que tu fous sur ces plateformes, déjà là? Mhm. Quelle est la valeur du temps que tu passes sur Instagram ou TikTok? Mhm. Si des vidéos qui sont purement vides sont indiscernables des vidéos réelles, alors on peut même se demander si les vidéos réelles sont pas elles aussi tout simplement vides. Mhm. Est-ce que 99% de ce qu'il y a sur Instagram ou TikTok ne sont pas finalement que des voleurs de temps? Les réseaux sociaux sont-ils condamnés à une mort lente par noyade de leur propre artificialité? J'ai tendance à le penser, hein, et je suis pas le seul, puisqu'il y a un mec qui s'appelle James O'Sullivan qui en parle longuement dans un post de blog, hein, que je mets en lien dans les notes de l'émission, et qui dit essentiellement ça, mais en beaucoup plus long et en anglais. Mais je le mets parce qu'il est prof à la fac de Cork, et du coup, ça me fait un argument d'autorité, tu vois. C'est beau. Écoute, on va le retenir comme tel. Moi, je t'avoue que les 99% me semblent énormes et il y a beaucoup plus de contenu qualitatif qu'on ne l'imagine. De mon expérience, j'ai vraiment le sentiment qu'on peut en tirer des choses positives. Je suis quand même en train de te rejoindre sur les perspectives d'avenir et sur la tendance globale. Il faut quand même reconnaître ce qu'il est sur le contenu au global des réseaux sociaux. Mais ne jetons peut-être pas le bébé avec l'eau du bain. On va essayer de sauvegarder le bébé et juste jeter l'excessivement trop importante eau sale du bain. On va essayer de s'en débarrasser de celle-ci. Un dernier mot aussi, hein, sur Discord avec Demeus qui mettait en avant une alternative au service d'intelligence artificielle Perplexity. Vous savez, c'est le moteur de recherche un peu à la Google, mais une espèce de mix entre Google et ChatGPT, qui s'appelle Perplexica. C'est un article de Corben qu'il avait partagé. En tout cas, moi, je l'avais retrouvé là-dessus. Et c'est un outil qui est gratuit, qui fait office de moteur de recherche, que vous pouvez auto-héberger et qui va aller scanner le web profond. Donc voilà, c'est une alternative à Perplexity si jamais vous aimez bien ce type d'outil. Allez, sans autre forme de procès, justement, on parlait de réseaux sociaux dans les interactions avec les auditeurs du podcast. On a eu la semaine dernière les recommandations suite à une commission d'enquête parlementaire sur l'usage des réseaux sociaux par les mineurs, et j'allais dire plus spécifiquement par les adolescents et jeunes adolescents, mais au sens large par les mineurs. Au menu, 43 recommandations, les mesures qui ont fait couler le plus d'encre. Il y a l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Actuellement, c'est interdit aux moins de 13 ans. Et un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans, Guillaume. Oui, bah alors oui, on arrive dans la section un peu du somme. Donc, on vient d'avoir un résultat, effectivement, d'une commission d'enquête parlementaire sur TikTok qui a quand même duré 6 mois, avec 95 heures d'audition, avec Ouais. plein d'intervenants. Et c'est pas tendre du tout avec TikTok, qui se fait étriller, hein, voilà, étriller, littéralement, verbe désuet qu'on entend en langage journalistique. En fait, c'est dire qu'est-ce que ça veut dire, hein, Ça veut je dire peux. étrier. Bah, c'est se faire passer l'étrier. L'étrier, c'est un truc pour nettoyer les chevaux. C'est un machin Ah ouais. en métal avec plusieurs rangées dedans. Et c'est vrai que si on te frotte une étrille dessus, je veux dire, tu kiffes pas, quoi. Si t'as pas beaucoup de poils ou un très très gros cuir, ça passe pas très bien. Ok, très bien. Je Mais vois bon, l'image, bref, je l'aperçois là. c'est horrible. Mais bon, bref, le rapport est très 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 sévère avec TikTok. Et en fait, beaucoup de ce qu'il décrit est quand même pas super étonnant, en vérité. Hein. Je veux dire, si tu connais un peu le truc. Bon, les politiques les ont découvertes, on dirait. Par exemple, le modèle économique de TikTok. Bon. Parce que bon, TikTok, qu'est-ce qu'il fait? Bah, TikTok, il maximise une unique métrique, hein, combien de pognon vous rapportez par la pub que vous voyez, quoi. Et donc, il faut absolument que vous passiez le plus de temps possible sur l'appli. Tout est mis en œuvre pour, et donc rien n'est laissé au hasard, évidemment. Hein.
Bah, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie TikTok, hein. De toute façon, toutes ces applis, c'est des choses qui sont, très, très scientifiquement, mises au point, quoi, hein. Donc c'est des trucs qui, bah, captent votre attention par tous les moyens, vous lâchent plus. La surconsommation de contenu, c'est par design, bien entendu. L'algo vous montre même pas ce que vous aimez, en fait. Il vous montre ce qui va vous scotcher à l'écran. Mmh. C'est subtilement différent, mais c'est important. D'ailleurs, c'est mis en évidence par, le témoignage d'une ado, sur France Info, je crois, qui a frôlé le suicide, mais qui s'est enfin, bon, il y en a une autre qui s'est suicidée, mais je crois que celle-là, elle a frôlé le suicide, elle est toujours là, quoi. Et mais elle était déprimée, en fait, et bon, passage difficile à l'adolescence, tout ça. Et en fait, l'algo l'a vite détecté, et au lieu de lui envoyer des trucs positifs, des trucs qu'elle aime bien mais positifs, il a envoyé des trucs de plus en plus trash et dangereux et déprimants. Parce que, mais en fait, du coup, TikTok, il a pas provoqué la dépression, c'est gentil, mais il a amplifié. Parce que voilà, c'est ça qui l'a collé, en fait, c'est ça qui a marché. Et bah, de toute façon, TikTok, en réalité, il a aucun intérêt à ce que ses utilisateurs se suppriment, évidemment, hein, c'est très mauvais pour le commerce, Ah, si c'est pas bon pour le business, la mort, hein. Enfin, mais en tout cas, quand ton business, c'est la conso, ça marche pas bien. bah, c'est sûr, la mort, ça marche pas bien, mais le truc, si tu veux, c'est que c'est pas le bien-être qui est optimisé, quoi. Ce qui est optimisé, ce que l'algo optimise, c'est pas le bien-être. L'algo, il Mmh. s'en fout. Le temps bien-être, il optimise le temps d'écran, c'est tout. Et donc, il prend ce qui marche le mieux en s'adaptant, et si c'est ta dépression, bah, c'est un effet collatéral malheureux, quoi. D'autant que, autre point qui ne surprendra pas les auditeurs de Tech Café outre mesure, je crois, c'est la découverte par les parlementaires que TikTok, il est très, très, très tranquille en termes de modération. Voilà, on a déjà évoqué qu'il était quand même assez mauvais pour appliquer ses propres règles, hein, ça arrive régulièrement. Et qu'on trouve assez facilement du contenu borderline, pas franchement adapté, hein, ni à des ados, ni même à personne, quoi. Et je pense qu'on pourrait retirer les vidéos d'automutilation, les défis débiles potentiellement mortels, tu vois, ça manquerait pas trop. De même que la montagne de conneries et d'infox qui circulent là encore assez librement quand même, hein, sur TikTok. Donc tout ça est vraiment pas nouveau, et ça concerne bien sûr tout autant Instagram, Facebook, hein, d'une manière un peu différente, mais quand même aussi YouTube et X, hein, c'est voilà. En tout cas, au cours des auditions, et de l'enquête, les parlementaires ont vu, je cite, un océan de trash. Les responsables de TikTok sont dans le plus total déni, et les influenceurs sont pas tous des anges, il y en a même un qui leur a raccroché au nez. Raccroché au nez des Oui, c'est députés, vrai, hein, je veux j'avais vu dire, ça. c'est vraiment bon, Mais d'ailleurs, il est susceptible de se faire poursuivre, hein, parce que je crois que c'est vraiment pas c'est pas bien, hein, de faire ça. Si vous êtes auditionné un jour par le Sénat ou l'Assemblée nationale, ouais, surtout ça fout mal, hein. raccrochez pas, hein, ça passe pas bien. Ça fout, ouais. Donc OK, TikTok, c'est une plateforme qui est donc vénale et négligente, qui est optimisée pour le pognon au mépris de tout le reste. OK, ça c'est fait. Bon, OK, bah, du coup, les députés sont pas contents, hein, et c'est vrai qu'ils listent pas moins de 43 préconisations. Je vais vous les lister consciencieusement. Ah, toutes? Non, OK, bien sûr. j'ai eu peur. Non, non, bien sûr que non. Mais oui, tu l'as dit, hein, il y a des campagnes de sensibilisation massive aussi. Donc, il y a bon, Mmh. interdiction des réseaux moins de 15 ans, couvre-feu numérique. C'est entre de 22 h et 8 h le couvre-feu. Création d'un délit de négligence numérique pour les parents aussi. Tout ça, c'est des projets. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas du tout à quoi ça va aboutir d'ailleurs. Peut-être que ça aboutira à que dalle, avec vu l'instabilité politique actuelle en France, je sais pas du tout ce que ça va faire, hein, tout est assez flou quand même. Et en fait, l'efficacité de pas mal de ces trucs est quand même plus ou moins évidente, quoi, hein. Mmh mh. Parce qu'un des cœurs du souci reste quand même les algos, finalement. Mmh. Parce que les plateformes sont cyniques et négligentes. OK, mais enfin ça, c'est pas un scoop, hein, quand même. Mais le DSA, par exemple, prévoyait des trucs sur les algos, justement. Et finalement, bah, les algos, c'est peut-être aussi le cœur du problème. Parce qu'une manière de rendre TikTok et Instagram et plein d'autres moins nocifs, c'est juste de virer les algos, hein. Imagine, c'est très simple, c'est même super simple, en fait. Tout reste pareil, mais vous avez plus de recos. Vous pouvez toujours partager des vidéos, hein, c'est pas ça le problème, on s'en fout. C'est juste, il faut éliminer les dark patterns, en gros. Mmh. Voilà, vous avez plus de recommandations, vous avez des pages de vidéos, vous avez pas de scroll infini, vous avez plus de notifications, et c'est plus, du coup, TikTok qui contrôle ce que vous regardez. Parce que là, c'est TikTok qui décide de ce que vous regardez, c'est Instagram qui décide de ce que vous voyez, c'est pas vous. Et ce qu'il faut, c'est que bah, vous repreniez le contrôle, tout simplement. Voilà, c'est vous qui devez décider de ce que vous regardez, vos feeds, vos abonnements, vos amis, vos recherches, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'interdire TikTok, hein, il y a juste de... Bon, tu peux le pousser à faire un peu mieux le ménage, hein, ça, ok, ça fera pas de mal. Mais sinon, il suffit juste de le rendre plus simple, il suffit qu'il vous rende le contrôle. Voilà, tu reprends le contrôle de tes yeux, de ton temps, et c'est vrai que j'espère vraiment voir ça un jour. C'est mon rêve secret. Après, je sais très bien que si la seconde où TikTok fait ça, son action, elle perd les trois quarts de sa valeur. Absolument, ils le feront jamais, en tout cas jamais de leur fait, et je pense pas que ça va être facile pour les régulateurs de les y imposer. J'aimerais apporter 2 éléments, complémentaires. Je peux pas m'empêcher malgré tout, parce que c'est normal que tu sois le porte-parole de cette position avec beaucoup de force, d'honnêteté, de sincérité. Je dois quand même aussi contrebalancer, encore une fois, mais je l'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'il y a aussi
du contenu pertinent. Et je pense aussi qu'il y a Mais c'est pas ce l'algo que qui j'ai peut dit, amener. j'ai Non, pas non, dit bien que sûr, mais tout le contenu l'algo que tu TikTok était voudrais merdique, virer, hein. bien sûr, mais l'algo que tu critiques, il a beaucoup de composantes négatives et je pense dans une immense majorité, mais il a aussi cette composante positive d'arriver à faire découvrir des choses très chouettes qu'on n'aurait pas découvertes autrement, tu vois. Et je me dis que c'est vraiment dommage qu'on puisse pas trouver le meilleur des deux mondes. Et techniquement, je pense que c'est impossible en fait de concilier les deux. Et puis un deuxième point aussi sur lequel je voulais insister, c'est que tu dis vous, mais rappelons qu'on parle là des mineurs, qui sont quand même une population qui est pas forcément la mieux éclairée, la plus responsable sur ses usages et sur ses consommations. Il y a beaucoup de mineurs qui sont très matures par rapport à beaucoup d'adultes qui ne le sont pas. Mais pour autant, je pense qu'effectivement, c'est hyper important sur le plan politique qu'on apporte un certain nombre de solutions et de préconisations. Et d'ailleurs, je vais terminer là-dessus, Guillaume, revenir sur un truc qui a été, je pense, très mal compris et très mal interprété. Je ne sais pas si tu avais suivi cette mesure à la rentrée d'Elisabeth Borne concernant l'ENT. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'ENT, mais c'est l'environnement numérique partagé qui permet d'avoir une liaison entre les parents, les élèves et le corps éducatif. Et cet outil, il a été question, les gens ont compris qu'il allait être bloqué le soir et qu'il allait pas être accessible. Et là, on dit, oh là, les politiques comprennent rien, ça va trop loin. En fait, attention, hein, c'est juste la possibilité de mettre à jour l'ENT qui n'était pas possible à ces horaires-là. Alors, si jamais vous avez des ados complètement déphasés, comme beaucoup d'ados qui ont envie de consulter les devoirs à faire pour le lendemain à 23h30 minuit, ils pourront encore le faire, tant pis pour eux. Mais par contre, la mise à jour des enseignants qui visent à dire, je sais pas, renseigner des notes ou des devoirs à 23h30, pour eux, c'est pas possible. Et en vrai, je trouve ça très bien. Et je crois que ça, encore une fois, c'est une mesure qui a été très mal interprétée, quoi. Mais bon. Je voulais apporter cette petite nuance. Et puis, on a quand même d'autres sujets à aborder dans Tech Café. Pas forcément plus simple, hein, je vais pas vous mentir. Vous n'avez pas pu manquer de toute façon l'info. Il y a un commentateur politique conservateur américain, Charlie Kirk, qui a été assassiné la semaine dernière aux États-Unis. En parallèle de la recherche du tueur qui s'est déroulée sur 2 jours, c'est clairement la polarisation de la société et des débats dans la société qui se relancent. Il faut dire que les positions encensées par Donald Trump pour donner du grain à moudre, pour critiquer les réseaux sociaux, lui aussi, il recommandait de se déconnecter, Charlie Kirk, de lire, de voir ses amis et de ne pas confondre colère en ligne avec la vraie vie. Mais finalement, Guillaume, j'ai l'impression que Charlie Kirk, il était un peu raccord avec certaines préconisations que tu pourrais donner sur les réseaux sociaux, en fait. Oui, enfin, sauf c'est ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ouais, Et c'est ça. puis, non, mais c'est vrai, en plus, en vu ce qui se passe, c'est vrai que ça fait quand même doucement rigoler. Bien sûr. C'est vrai qu'il vous aura pas échappé, je pense, qu'un dénommé Charlie Kirk est décédé la semaine dernière aux États-Unis. Qu'on a tous découvert dans le cadre de son assassinat, enfin de son décès. Enfin, c'est... Alors, en France, il n'était Moi, pas en très tout cas. connu, hein, Dieu merci. Bon, il s'est pris une balle mal placée qui lui a déchiré la gorge, et c'est un problème. Plus vraiment pour lui, hein, pour sa famille évidemment, mais pour le pays, c'est potentiellement une grosse cata. Alors déjà, qui était ce gonze, hein, parce que c'est vrai qu'il était capable pas si connu que ça ici. C'était un influenceur trumpiste de 31 ans, extrêmement populaire, qui a fondé Turning Point USA, qui est une association de militantisme politique d'extrême droite qui cible plus particulièrement les jeunes, les abdos, les étudiants. C'est vraiment le public de Charlie, qui était très bon communicant et qui, sous prétexte de privilégier le débat, se disait un défenseur acharné de la liberté d'expression. Alors c'est un influenceur conservateur ouvert et adepte de la dialectique, c'est comme ça qu'il se présente. En réalité, Charlie est une personne très problématique. Alors, si vous êtes MAGA, probablement pas, hein, mais bon, Charlie, de notoriété publique, promouvait ouvertement diverses théories du complot. Les universités sont des îlots de totalitarisme communiste. George Floyd faisait de la fausse monnaie, il est mort d'overdose. Tous les délires possibles sur le Covid-19 y sont passés. Il est climato-dénialiste. Il promeut les énergies fossiles. Il est anti-avortement. Il a eu quantité de sorties racistes, certaines sont rassemblées dans un article du Guardian, si vous voulez voir. Et n'oublions pas qu'il a lancé tout récemment à Taylor Swift lors de son mariage « Rejette le féminisme, soumets-toi à ton mari ». Il rejette aussi la séparation de l'Église et de l'État. Ok, par ailleurs, au niveau géopolitique, il a toujours minimisé l'invasion de l'Ukraine, il a relayé la propagande russe, il a toujours soutenu la thèse de l'élection volée. Il est lourd le dos. Il a l'envoi de bus de partisans lors de l'assaut du Capitole. Et j'en passe, voilà. Et tout ça, c'est ouvertement. Enfin, j'ai rien cherché particulièrement, il n'y a pas de secret. Tout ça, il le dit ouvertement. C'est pas des morceaux choisis, c'est le cœur de la meule. Donc c'est un Charlie qui est pas très Charlie, en vrai. Et ce charmant garçon a été assassiné le 10 septembre par un tireur situé sur le toit d'un immeuble à peu près 200 mètres, qui n'a pas été capturé tout de suite, et ça a été l'occasion de voir toute une série d'utilisations très débiles de l'intelligence artificielle. C'était assez marrant, puisque maintenant, n'importe quel pingouin peut demander à ChatGPT d'améliorer une photo. Le chatbot a joyeusement halluciné une demi-douzaine de visages possibles au tueur. Ça a fait les choux gras des enquêteurs du dimanche.
En fait, le tueur s'est livré sans résistance après avoir été dénoncé par sa propre famille. Tyler Robinson a 22 ans, hein, il fait partie d'un foyer qui est profondément républicain. Il aurait avoué son geste à sa famille, alors c'est une grossière erreur hein, parce que son père s'est empressé de le livrer et de donner, et je donne pas cher de sa peau, puisque dans l'Utah, il y a la peine de mort, à mon avis, ce serait extrêmement étonnant qu'il y passe pas. Donc, Tyler lui-même, est-il républicain ou pas? Est-ce qu'il est politisé ou pas? Voilà, actuellement, là, pour l'instant, j'en sais trop rien. La balle porte des marques qui en font plein de références à la culture Internet et à la culture antifasciste, hein, pour être très clair, puisqu'on a trouvé sur la bague des messages, sur la balle des messages comme Bella Ciao, qui est un chant de révolte italien, contre Mussolini. Hein. Il y a aussi une référence à Helldivers qui dit facho, prends-toi ça, hein, si on traduit. Helldivers, d'ailleurs, est fortement inspiré de Starship Troopers, c'est un jeu vidéo, pour ceux qui savent pas. Qui va lui-même inspirer un film, donc je vous laisse imaginer la boucle que ça va faire. Et Starship Trooper est une satire du fascisme. Exactement. Je te dis pas le Reddit d'ailleurs du jeu vidéo, qu'est-ce qui s'est pris, tout a été verrouillé, le Discord aussi. Ah, j'avais pas vu ça. Et il y a aussi sur la balle 2 références vraisemblablement issues de même Fury /gay. Au-delà de ça, pour le moment, on sait peu de choses sur Tyler, sauf qu'il a déclenché une tempête de merde de niveau écarlate sur l'échelle d'Atwood, là. Vas-y si tu veux continuer. Oui, en vrai, bien sûr. Non, je te suis effectivement assez librement sur le sujet. Et je trouve ça assez dingue, la proportion que ça a pris. Mais en fait, tous les ingrédients sont réunis pour que ça explose quelque part. Donc on peut être étonné que ça explose à ce point-là, mais en fait, c'est très logique, quoi. C'est vraiment le détonateur. Il y avait une pile de dynamite. C'est ça. Le détonateur. C'est ça. C'est parce que là, aujourd'hui, je suis en train jeudi. Charlie Kirk n'était pas un saint, et je continue en me disant, hein, par exemple, il a toujours poussé la division, les discours de haine et les discours haineux, et les discours haineux entraînent des actes haineux. Tu peux pas dire des choses aussi horribles et espérer qu'elles n'aboutissent pas à des actions horribles. C'est le monde désolant dans lequel on vit. Si je dis ça là, maintenant, aux États-Unis, je vais me prendre des campagnes de harcèlement, je vais perdre mon job. Certains appellent au bannissement à vie sur les réseaux sociaux, à suspendre mon permis de conduire, à suspendre mes droits, à me poursuivre pour apologie du terrorisme. J'exagère ? Eh ben non, parce que ce que je viens de dire, c'est la traduction mot pour mot de ce qu'a dit Matthew Dowd, qui travaillait à MSNBC. Il a été viré, le président de la chaîne s'est excusé publiquement, les cadres de Comcast ont averti tous ceux qui travaillaient pour le groupe, donc le groupe NBC Universal en l'occurrence, hein, de ne pas dire les mauvaises choses sur Kirk, comprendre soit t'en parles comme un saint, soit tu vas rejoindre Matthew dans la rue, quoi. Il y a une développeuse de jeux vidéo, de jeux vidéo, donc en particulier elle travaille chez Sucker Punch, elle travaille sur Ghost of Yotei. Elle a tweeté « J'espère que le tueur s'appelle Mario, comme ça Luigi sait que son frère le soutient ». Elle a été immédiatement harcelée en ligne et elle a été virée le jour même par la prod. Par ailleurs, Ghost of Yotei a d'autres soucis pour wokisme, mais bon, c'est un autre sujet. Musk a menacé Satya Nadella directement, parce que des trolls ont repéré des propos outrageants sur Kirk chez les employés d'Activision. C'est pas des cas isolés ou spécifiques, hein. Partout, les républicains, les influenceurs, les activistes appellent à une véritable censure, voire pire. Je ne vois pas ce que tu peux dire d'autre quand Clay Higgins appelle à bannir à vie toute personne qui dénigrerait Kirk sur un réseau social. Et j'insiste bien, il a employé le verbe belittle, qui veut dire rabaisser, dénigrer. On n'est pas dans l'appel à la haine, hein. J'ai même pas besoin de dire c'est bien fait pour sa gueule, tu vois. Il suffit que je dise il n'était pas une bonne personne, ou alors il disait beaucoup de conneries et de mensonges. Ça c'est bon, je rabaisse sur les Kirk, c'est fini, quoi. Et surtout, toujours d'après le même allumé, hein, je devrais perdre ma licence commerciale, mon permis de conduire, être viré de mon école. Tout employé à la Maison-Blanche se fait défoncer à la moindre critique. Laura Loomer, qui est donc une influenceuse très proche du pouvoir, d'extrême droite bien entendu, hein, qui est très proche du pouvoir, organise une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux absolument spectaculaire. Il y a un site de délation en ligne qui a été mis en route et qui a reçu des dizaines de milliers de signalements, et qui orchestre autant de harcèlement, d'appels au licenciement, voire pire. Alors, je sais pas, là, c'est ce que tu as envie de faire, c'est « Allô, vous pouvez me passer le premier amendement, s'il vous plaît ?» Oui, j'attends. Il est en vacances, il revient bientôt, parce que là, il y a un gros souci quand même. Hein. Et c'est pas juste quelques politiques ou influenceurs isolés. Hein. Trump, il relaie tout ça. Un présentateur de Fox News lâche « Ils sont en guerre contre nous », sous-entendu les gauchistes, et il continue. Tout le monde doit répondre de ses actes partout, sur les médias, les campus. Il y a Matt Forney qui appelle à la répression totale de la gauche sur X. Les républicains du Congrès, une bonne vingtaine, ont appelé à la création d'une commission d'investigation sur l'argent, l'influence, les pouvoirs derrière la gauche radicale et les assauts sur l'Amérique. Courir après les ONG, les donateurs, les médias, les fonctionnaires qui seraient jugés anti-américains. C'est une chasse aux sorcières.
chasse aux sorcières qui a aujourd'hui même été confirmée par J.D. Vance sur les médias, quoi, à la télévision. Hein, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et ça vient aussi de la base. Il n'y a pas que c'est vraiment, ça vient aussi de la base MAGA. Il y a une TikTokeuse qui s'appelle Ellie Mae qui appelle à la création d'un Charlie Kirk Act, on a encore un acte, donc une nouvelle loi, qui punirait les médias, les réseaux sociaux pour censure. Alors pour censure, si c'est les MAGA qui parlent, et à l'inverse, pour accusation illégitime sur les traites de gens suprémacistes blancs ou de fascistes, ou même de bigots, pardon. Avec des amendes monstrueuses à la clé. Hein. La TikTokeuse, en plus, elle parle de la réactivation d'une loi qui, en fait, n'a absolument rien à voir et qui, finalement, n'a même pas été abrogée, mais bon, passons. La conséquence de ça, ce serait une censure / autocensure de fait des médias, de tous les médias. Imagine, parce que imagine, t'es un mec, tu dis le mec en face là-bas, il est suprémaciste. Et imagine que c'est vrai en fait. Bon, il conteste, t'as raison, d'accord, mais il faut le prouver. Le temps que tout ce bordel passe, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois vraiment que le média ou le réseau, il va risquer 35% de la valeur de l'entreprise comme amende, comme c'est proposé? Bien sûr que non. Ce serait quand même extraordinaire hein, qu'une loi qui annihile totalement la liberté d'expression porte le nom de quelqu'un qui s'est toujours vanté d'en être un ardent défenseur. Et qui a aussi dit, déconnectez-vous des réseaux, la haine en ligne, voilà, c'est pas le vrai monde, tout ça, tu vois, j'aime beaucoup. C'est vraiment savoureux tout ça. Mais franchement, je veux dire, après, voilà, hein, ce paradoxe permanent, cette manière de complètement retourner à la logique, cette victimisation permanente, hein, de retourner la réalité, les faits, c'est quand même assez typique. Hein. Cette hystérie, le spectacle permanent, le culte du chef. Voilà, cette pensée unique, là, pour le coup, quand même, hein, le tout combiné à une agressivité permanente et des volontés d'expansion territoriale qui sont d'ailleurs aussi, qui étaient soutenues hein, par Charlie Kirk. D'ailleurs, le Groenland aussi, il voulait le Groenland. Tout ça, ça rappelle, disons, pas mal de jeux vidéo, on va dire, n'est-ce pas? Et si ça continue comme ça, les États-Unis sont carrément en train de glisser, ils sont clairement en train de glisser vers un proto-fascisme, je veux dire, on peut pas le dire autrement, quoi. Et alors peut-être j'abuse, hein, peut-être que je me fais de films, mais franchement, je l'espère vraiment. Mais là, j'ai quand même vraiment une pensée pour tous les Américains qui sont pas MAGA, et il y en a beaucoup. Vraiment force à eux, hein, parce que ça doit être horrible, vraiment horrible. Et je ne sais pas d'ailleurs quelles peuvent être les issues à ces situations. Encore une fois, hein, on ne parle pas de spécifiquement l'assassinat d'une personne, mais plutôt comment est-ce qu'un contexte global et qui est très en lien avec la tech, et on va continuer à le voir évidemment par la suite, mais comment est-ce que ce contexte global américain très en lien avec la tech est arrivé à une situation de poudrière sur lequel un événement qui concentre toutes les composantes qui vont bien amène à une explosion comme on la voit, ce qui favorise encore plus cette polarisation. Alors je dis tout le temps polarisation, je trouve le mot est un peu faible, je ne sais pas quel autre mot il faudrait trouver, mais on en arrive effectivement à des situations très complexes. Écoute Guillaume, on va continuer à se concentrer encore et toujours sur comment évolue la tech par rapport à tout ça. Et il y a un regard qu'on peut porter aussi en prenant un petit peu de hauteur quelque part sur la situation du web et pas que des réseaux sociaux. Google admet que le web ouvert est, je cite, dans un déclin rapide. Et c'est cette info donc, qui figure dans un document judiciaire qui contredit ce qu'ils ont en fait publiquement toujours dit. On rappelle l'importance des revenus publicitaires de Google dans son activité, c'est tout simplement les 3/4, hein, Guillaume. Oui, alors c'est vrai, on va s'intéresser à ce que dit Google au juge, et on voit que c'est différent de ce qu'il nous dit à nous. Alors c'est différent. Donc c'est vrai que Google, nous, il nous a dit le web allait super bien. Oui, on était tranquille. Moi, j'étais serein. Les recherches IA n'avaient pas d'impact négatif sur le trafic. Tout va bien. Ça va mieux que jamais. Même. Bon. Je souffle même. Ok. Cela dit, Google, on l'a évoqué la dernière fois, est donc sous le feu croisé de 2 condamnations en Europe et aux États-Unis pour des problèmes similaires, d'abus de position dominante dans le secteur de la pub. Le département de la justice américain demande un démantèlement. Encore, ils aiment bien les démembrements là-bas. Hein, je sais pas, moi je veux pas voir leur historique de leur navigateur, c'est parce que c'est... Alors encore une fois, Google se défend en disant que ça ferait plus de mal que de bien, parce que ça aurait des répercussions énormes sur le web dans son ensemble, tu penses. Le web, en grande majorité, vit par la pub. Donc si un acteur central de la pub comme ça se fait démanteler, vraiment très très central, il y aura des impacts importants sur les revenus du web ouvert, hein, sans paywall, donc on va dire, qui verra ses revenus publicitaires fluctuer de manière un peu imprévisible, potentiellement à la baisse. Et ils disent, or, le web ouvert est déjà en déclin rapide. Je cite. Parce que Google le dit dans une lettre au juge explicitement. Et que son démantèlement précipiterait la chute du web ouvert. Donc à nous, il nous dit tout va bien, au juge, il dit ouais, vous êtes condamné, monsieur. Ah bon, d'accord. Donc il y avait
Alors, évidemment, il y avait que Google qui disait que tout allait bien, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal d'autres voilà, d'autres médias, même d'autres instituts de recherche. Il y avait une étude de Pew Research sur le sujet qui donnait vraiment un autre son de cloche, quoi. Cela dit, selon Google, c'est un malentendu. Parce que ce Ah, qu'il voulait dire, ouf. c'est que la pub sur des espaces publicitaires fermés, comme les téléconnectés LG, par exemple, Ouais. voit de plus en plus d'investissements au détriment du web ouvert. Ah. Donc il voulait dire que la pub sur le web ouvert est en déclin par rapport à la pub sur les espaces propriétaires. Bon, est-ce une phrase sortie de son contexte? Oui. Est-ce que le web est en train de mourir? Peut-être que quand même oui, Bah, parce qu'en mais fait, je ne ça sais ne pas. change pas le postulat, quoi, finalement. Si jamais la pub se déplace Bah, vers des c'est téléconnectés, ce qu'on quelque peut part, se c'est la dire. nature du web ouvert qui pète, quoi. C'est aussi ce qu'on peut se dire. C'est que bon, c'est quand C'est même paradoxal. symptomatique d'un certain problème. Et donc, je ne sais pas. Donc, le web est-il en train de mourir comme mon espoir et ma joie de vivre? Je ne sais pas. Bon, Guillaume, le contexte, il est compliqué, là, avec tout ce qu'on aborde. Et alors, je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas peut-être même comment je fais, comment on fait tous les deux. Mais j'ai l'impression que malgré ce contexte anxiogène, bah, je ne sais pas comment le dire, mais je passe un bon moment. Et j'espère que vous passez aussi un bon moment. Non pas que je me délecte de cette situation compliquée, je pense que ça irait très bien, que j'irais peut-être même encore mieux. Il y a eu des moments où ça allait pas aussi mal dans la société et je pense qu'on se Non, mais portait ça, aussi très bien. c'est notre goût du sordide, tu sais, c'est comme Confessions intimes, quoi, tu vois, c'est ça. Il y a peut-être un peu de ça, mais globalement, je sais pas, on passe un bon moment quand même. Et puis, bah, je pense aussi à nos auditeurs et à nos auditrices qui nous écoutent pendant qu'ils sont dans les transports, pendant qu'ils font du sport, pendant qu'ils Désolé. font leur ménage. Mais non, tu as tout à fait raison. C'est aussi notre goût du sordide, mais je pense que ça tient aussi à voilà, une personnalité, à un ton. Et peut-être même que là, vous êtes en train de vous endormir et que là aussi, vous passez un bon moment. Bref, tout ce que je voulais vous dire, et vous m'avez vu venir, je pense, c'est que sans Tech Café, vous n'auriez pas l'infotech tel que vous l'avez en ce moment, je pense avec une forme de sérieux et de responsabilité pour vous porter des sujets comme ça, mais aussi avec un ton qui rend ça un peu plus digeste, un peu plus agréable, j'imagine, et avec un petit peu de clé de lecture. Et sans Tech Café, vos moments dans les transports sembleraient peut-être un peu plus vides. Votre ménage, on peut se le dire, un peu plus chiant, déjà que le ménage, c'est pas très fun. Et peut-être même que vous auriez plus de mal à vous endormir, je sais pas. Mais surtout sans Tech Café, je sais qu'il y a une bonne partie des pros de la tech et les spécialistes de l'IT par exemple, mais aussi ce qu'on appelle les barbus, hein, les geeks qui perdraient du temps parce qu'au lieu d'écouter le podcast pendant 1 heure et qu'ils soient à jour sur tout leur domaine d'activité, ces personnes seraient obligées de lire beaucoup d'articles, écouter plein de podcasts, suivre plein de chaînes YouTube ou même, pire que tout, imaginez des comptes TikTok. Et tout ça, ça n'aurait pas le même ton. Alors, vous savez ce qui pourrait arriver d'ailleurs de pire finalement? Eh ben, que des intelligences artificielles nous remplacent. C'est pas demain la veille, mais peut-être que demain arrivera vite. Vous n'auriez plus mes savonnades de présentation, plus les jeux de mots de Guillaume Poggiaspala, en tout cas pas l'authenticité des jeux de mots de Guillaume Poggiaspala. Vous n'auriez pas non plus les etc. de Pierre-Olivier Dibman qui intervient aussi régulièrement dans Tech Café. Quel enfer, franchement! Alors, je veux pas vous faire peur, on veut pas vous faire peur dans Tech Café, et puis, c'est pas prévu que ça s'arrête, mais ça pourrait s'arrêter quand même quelque part. Si par exemple personne ne s'abonnait au podcast ou à la chaîne qui diffuse cette vidéo, encore pire si personne ne venait s'abonner sur Patreon, notre plateforme de financement participatif à laquelle on peut accéder à l'adresse patreon.com/techcafé, le lien est dans les notes évidemment de l'épisode, parce qu'on a déjà des soutiens, on en a beaucoup, hein, mais il y a régulièrement des personnes qui suspendent leur abonnement. Alors vraiment, vraiment, on a besoin de vous. Ne nous lâchez pas. Abonnez-vous sur patreon.com/techcafé dès maintenant. Vous pouvez aussi faire un rappel dans votre agenda. Merci beaucoup, évidemment, de soutenir Tech Café. Le lien, comme tous les autres liens des articles qui sont abordés dans cet épisode, sont dans les notes. Et donc, je vous invite à aller cliquer dessus directement si vous avez envie d'en savoir plus. On continue avec la suite de l'épisode. Et Guillaume, c'est du vol pur et simple. C'est pas ce que disent encore, en tout cas, les podcasteurs et les podcasteuses, mais les artistes musiciens à propos des intelligences artificielles, et en particulier des musiciens latino-américains. Pourquoi, Guillaume? En particulier, disons, c'est un exemple, hein. C'est vrai qu'on essaie de se sortir de cette ambiance un peu dégueulasse là, donc qu'on avait dans dans le truc, précédent. En parlant un petit peu de musique, parce que c'est pas si souvent, on va commencer avec un sujet qui est pas réjouissant non plus, je suis désolé. Parce que c'est vrai qu'il concerne la concurrence entre musiciens ambiants et musiciens en plastique, hein, plus ou moins, entre les IA et les humains qui tentent désespérément de survivre, ce qu'ils arrivaient déjà pas trop à faire, déjà avant les IA. Donc il y a un article de Rest of World qui a interrogé, en fait, et c'est l'occasion
de faire connaissance avec quelques voilà, artistes et styles peut-être un peu différents. Mmh. Vous trouverez ça lié dans les notes de l'émission, ça se focalise sur les musiciens d'Amérique latine. Comme quoi le phénomène est vraiment mondial aussi. On y trouve des chiffres assez ahurissants puisque 18% des uploads vers Deezer du mois d'avril étaient des chansons générées par IA. D'ici à 2028, un cinquième de toutes les chansons sur la plateforme de Un streaming pourraient 5e. être synthétiques. Et c'est des tendances qui sont clairement en augmentation, et ces 20% de concurrents robots potentiels, ça va pas arranger les artistes en viande, qui peinent toujours à exister, et depuis toujours finalement, sur des Spotify ou autres qui les rémunèrent. Alors là, ils les rémunèrent plus au lance-pied, c'est au fusil sniper là carrément, c'est vraiment, il y a rien quoi. Sari Kari, qui est une musicienne professionnelle qui a été interviewée, qui passe donc des semaines à créer, à perfectionner la moindre chanson, comme voilà tous les musiciens quoi, a gagné en tout et pour tout 100 $ sur Spotify en 5 ans. Ça paraît caricatural, mais il faut quand même savoir que pour gagner 3000 $ sur Spotify, il faut atteindre 1 million de streams. Oh la vache! Donc 1 IA ou 000 000, je me pas, rends pas compte, mais ça me paraît énorme, ça me mais paraît vraiment c'est beaucoup. énorme, et c'est un problème. Et ça, c'est IA ou pas. Les clients, en plus, de toute façon, même avant, étaient de plus en plus dans le zapping, d'ailleurs. Les chansons avaient un pic de popularité qui pouvait se chiffrer en mois au début. Maintenant, c'est plutôt en semaines. Il faut constamment être actif, rappeler qu'on existe, Mmh. sortir de la nouveauté en permanence. C'était déjà le cas avant les IA. Et d'ailleurs, les artistes se sont adaptés à Spotify. Maintenant, ils font plutôt des singles que des albums. Ils font des chansons qui sont plus courtes, et oui, puis ils font des trucs plus accessibles, plus catchy. Et dans ce contexte déjà très tendu, à la limite de l'intenable pour la plupart, il y a des concurrents supplémentaires qui arrivent et qui produisent des chansons en 5 minutes. Enfin, peut-être à 1 heure ou deux pour ceux qui mettent vraiment du cœur, quoi, tu vois, mais comment tu veux lutter de toute façon? Même les artistes relativement connus en viennent à vendre des CD en personne sur les trottoirs. En fait, les concerts, les albums, le merchandising, c'est la seule chose qui les maintient en vie. Parce que virtuellement, personne, hormis les plus grosses stars, ne gagne suffisamment sur Spotify. Lequel devient lui aussi de plus en plus artificiel finalement. À tel point qu'à long terme, à plus long terme, on va dire, on peut se demander si les mêmes questions ne se posent pas pour lui que pour Facebook finalement. Bon, le modèle économique des plateformes de streaming je la refais, pardon. Le modèle économique des plateformes de streaming musical et j'y arrive pas, Musipal, tu Municipal. vois? J'arrive pas à le dire, c'est fou, hein? Ça veut dire quelque chose quand même ça. Bon, en tout cas, Spotify rémunère pas bien, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas si jamais, Deezer, Apple Music rémunèrent mieux, d'ailleurs les artistes et voilà, on parle toujours de Spotify parce que c'est un peu l'emblème et c'est un petit peu le leader et je pense que c'est les plateformes de streaming musical qui sont un petit peu toutes à mettre dans le même panier. Je reprends ce que tu disais. Les artistes, ils sont plus payés au lance-pierre, mais à la balle de sniper, je pense que ça ferait un très bon titre d'épisode. C'est en tout cas le constat qu'a fait Wyclef Jean, ancien membre des Fujis. À chaque fois que je pense aux Fujis, Guillaume, je pense à la chanson qui fait Ouh là là là. Je sais pas si je le fais bien, mais ça m'a beaucoup marqué en tout cas dans mon adolescence. Bref, cet artiste Wyclef Jean a décidé lui de prendre le taureau par les cornes et il lance une nouvelle app qui propose aux artistes de vendre leur musique, leur merchandising et d'organiser des événements comme des concerts par exemple. Exactement, c'est Open Wave qu'il fait avec Jason Ma, qui est un serial investisseur dans plein de trucs, y compris une boîte de NFT, mais bon, passons. On peut pas dire à chaque fois. Et ce principe de Open Wave, il me fait quand même beaucoup penser à Patreon finalement. Oui, C'est un à fond. Patreon, mais hyper adapté aux musiciens. Du coup, tu as distribution de musique, place de concert, vente d'albums, etc. C'est un peu le même principe de base. Tu connectes une communauté avec des artistes et des artistes qui sont rémunérés directement, avec moins 20% de commission au passage, bien entendu. L'argument étant que si vous avez 1000 fans qui vous donnent chacun 10 balles par mois, vous avez un salaire. Alors évidemment, ça dépend de combien vous êtes dans le groupe, ça encourage les carrières solo finalement. Mais bon, bref, vous avez potentiellement une carrière, alors que si vous avez 1000 fans sur Spotify, je pense que c'est pas suffisant pour acheter un pain au chocolat par an, à mon avis, mais bon. Donc Open Wave, du coup, 2025 oblige, il doit aussi mettre de l'IA dedans, dans son service, mais attention, c'est pas du tout pour faire de la musique, évidemment. Ça sera un comble, mais c'est pour assister les utilisateurs. Il y aura une sorte de copilote pour musicien, une sorte de manager IA, pour optimiser sa com sur le site, etc. Bon. En tout cas, OpenWave, c'est une idée qui paraît tellement naturelle qu'on se dit pourquoi on n'y a pas pensé avant, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui y ont passé avant, Ouais. dont Spotify, mais ça a raté. Alors, Ah, pourquoi pas? C'est une initiative qui est peut-être symptomatique, ça. Les plateformes sont trop grosses, et elles noient autant les créateurs que les utilisateurs. Et puis elles optimisent pour le profit, pour l'engagement, pour les revenus publicitaires, pour les majors. Elles sont déjà plus ou moins prises à leur propre piège quelque part. Parce que une nouvelle technologie est arrivée, et cette technologie, elle permet d'automatiser le processus. Et du coup, elle divise la valeur de ce qui est exploité, et donc le système part en boucle. C'est une sorte de cercle vicieux.
Bon, soyons un petit peu optimistes, hein, les Ah, IA vont sans doute changer le web tel qu'il est aujourd'hui, mais vu qu'aujourd'hui, finalement, le web, il n'est pas toujours si brillant, bah, peut-être que ça pourrait amener des améliorations. on verra comment ça évolue avec OpenWeb. Ce qui est marrant, c'est que vraiment leurs coms sont très axés pour les artistes, hein. Quand tu vas voir les copies d'écran ou les tournures de l'application sur les magasins d'app, c'est très orienté artistes, vendez votre musique et c'est pas tourné utilisateur. Je pense qu'ils ont un vrai besoin d'émerger d'abord auprès des artistes pour ensuite potentiellement rendre viable leur service auprès des consommateurs. On verra jusqu'où ça arrive. Et en attendant, on va passer à la suite, toujours dans le domaine de la musique. La palme de l'objet le plus mignon, c'est le mini vinyle. J'adore, Guillaume, j'en veux un. Imaginez, c'est un peu comme les bons vieux vinyles qui sont revenus à la mode, je dois le dire. On l'avait d'ailleurs relayé dans Tech Café, même si moi, de mon côté, je passe complètement à côté de cette hype. Mais c'est en tout petit et c'est tout mignon. Ça sort quand, Guillaume? Je suis hypé Ah à mon mort. Dieu. Moi, je suis un peu perplexe, hein, j'avoue. Alors, Ah. bon, j'ai pas de platine vinyle, mais je comprends le phénomène. Attention, hein, Mmh. je suis pas assez amateur de musique, j'imagine. Cela dit, voilà, c'est vrai que le marché du micro-sillon a atteint 2 milliards cette année et qu'il est en croissance. C'est la moitié du marché de la musique matérialisée, le reste étant CD et cassettes, parce qu'elles aussi voient un revival. Et honnêtement, je trouve ça plutôt cool, hein, et je comprends l'engouement d'ailleurs pour ces objets, Bah hein, oui, les jaquettes, tout ça. Bon, moi, je collectionne des cartouches, qu'est-ce que tu veux dire? Ça m'a étonné c'est personne pas que je mieux. trouve ça, tu vois? C'est pas, voilà. Par contre, quand on vient m'annoncer la création d'un nouveau format de vinyle de 4 pouces, c'est vrai que je suis un peu étonné parce que c'est vraiment petit et du coup, bah, ça fait des pistes vraiment courtes aussi. Et effectivement, c'est 4 minutes par face. Et je suis encore plus étonné parce qu'en réalité, tu les trouves mignons, ceux de 4 Mais pouces, oui! mais il existait déjà des vinyles de 3 pouces Ah, qui avaient été d'accord! inventés par Crossley ou Crowley, je ne sais pas Crowley Ah, d'ailleurs, mais c'était en pas en 2019 2025. et Ah bah c'est mince, c'était il y a vendu pas au longtemps alors? c'était il y a pas longtemps et ça a été vendu au Merde! Japon au début. D'accord. Et là, c'était carrément 2 minutes par 2 et 2 minutes et demie par face et c'était une seule face, hein, pour Ah le oui, donc disque parfait de pour les Crowley, chansons qui sont diffusées sur Spotify, quoi, parfait. voilà, vraiment, c'était une chanson et encore une chanson courte. Ouais. L'initiative à 4 pouces, est poussée par Jesse Mann et Neil Kohler qui travaillent pour Funko Pop. Bon, voilà, personne n'est parfait, hein, Funko Pop, c'est aberrations de la nature. Mais bon, passons. Grosso modo, on se retrouve avec des disques donc vinyle pareil, quoi, mais de 4 pouces, qui ont le format CD, plus ou moins, hein, et qui auront des jaquettes qui ressembleront aussi à celles des CD, du coup, bon, mais qui seront compatibles avec des platines vinyles, mais juste avec 8 minutes de musique, grand max au total, hein, sur les deux faces. Et tout ça pour moins cher qu'un vinyle normal, mais beaucoup trop cher par rapport au rapport durée-prix d'un Évidemment. 33 tours. Et donc, c'est purement un coup de merchandising parce que bah, c'est petit, c'est mignon. C'est pas trop cher, mais ça sert à que dalle parce que les 45 tours, ça existe, non, aussi? C'est vrai, c'est vrai. Mais là, Et c'est même les mignon! CD, puisque c'est le format CD. Non, c'est pas un format CD? En tout cas, bon, écoute, voilà, désormais, il existera des vinyles de 4 pouces. Guillaume, tu sais à quel point les petits trucs, c'est mignon, voilà, il suffit que ce soit mignon pour qu'on les aime. Moi, je les aime. En vrai, je me dis, il y aura un nouveau format de vinyle qui arriverait, ça justifierait presque le fait que je m'équipe parce que j'ai pas envie de m'équiper maintenant pour consommer des vinyles. Et il faudrait que ça soutienne vraiment les artistes, du coup. Bon, je pense que ça le soutiendrait plus que Spotify, en tout cas. On reste dans le domaine de la musique. Un nouvel enjeu sur lequel il va falloir que la tech se penche, permettre aux créateurs et aux éditeurs de définir, alors non plus les tarifs, mais les règles de licence et de rémunération pour l'utilisation de leur contenu par les intelligences artificielles. Ça s'appuie sur ce fameux fichier robot.txt dont on vous parle assez régulièrement. C'est un fichier qui est présent sur tous les sites internet et qui, alors un peu comme le videur de la boîte de nuit le samedi soir, vous dit si vous rentrez ou si vous rentrez pas. C'est ça, Guillaume? Moi, plus ou moins, c'est ça, c'est vrai, hein, c'est les auteurs du RSS qui sont des gens simples, parce que RSS, ça veut dire Real Simple Syndication. Et ben voilà, avec une équipe de grosses boîtes, ils viennent de sortir le RSL, qui est le Real Simple Licensing. Parmi ces boîtes, on a Reddit, Yahoo, Quora, on a Medium, Fastly. Et puis on a aussi Eckhart Walter, qui est donc co-créateur du RSS et ex de chez Yahoo, qui essaie de lancer ce truc-là. Et donc RSL, effectivement, est basé sur le RSS dans son principe, hein, et dans son implémentation, sauf qu'il ne s'adresse pas à vous, en fait, ce protocole, mais à des robots. C'est ça qui viennent choper la donnée pour les boîtes IA, que ce soit pour l'entraînement ou la citation de contenu en temps réel, je pense, hein. Donc les bots passeraient par RSL et donc du coup paieraient pour le contenu qu'elles vont télécharger au cas par cas. Mhm. Donc le contenu chopé comme ça sera ensuite réglé par les boîtes IA, quoi, hein, j'imagine un peu après. Donc on ne sait absolument pas du coup si elles vont jouer le jeu. Elles se sont pas prononcées sur le sujet, donc d'un côté, on voit pas trop pourquoi elles seraient emballées par le projet, hein, mais bon, si on regarde les procès en cours et les procès futurs
qui frappe à peu près toute l'industrie, ça pourrait être une solution attrayante. Parce que comme c'est automatique et que c'est basé sur un téléchargement, un paiement, Mmh. du coup, elles payent que ce qu'elles utilisent, que ce qu'elles consomment, quoi. Et elles peuvent le faire à n'importe quelle échelle. Et donc, du coup, fini les procès à plusieurs milliards de dollars avec des auteurs ou des organes de presse, quoi. Est-ce qu'elles seront séduites? Est-ce qu'elles auront le choix, d'ailleurs, de ne pas être séduites? Ouais, la question se pose effectivement. On parle là des enjeux légaux et des intelligences artificielles. On a du nouveau dans le procès qui oppose Anthropic, la société qui fournit le chatbot Claude, et des auteurs. Alors, si vous voulez tout savoir à ce sujet, il faut que vous alliez écouter les épisodes précédents des semaines précédentes de Tech Café. On vous en a parlé déjà. Mais la semaine dernière, le juge a suspendu le règlement qui avait été décidé dans le cadre de ce procès. Anthropic devait verser, je vous le rappelle, en tout 1,5 milliard de dollars. Ça faisait 3000 balles par livre pour plus de 400 000 livres. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont revenus en arrière, Guillaume? Ouais, ils sont pas revenus en arrière. En fait, il y a un juge fédéral qui veut réviser, enfin qui veut relire le truc plus ou moins et être sûr que c'est pas contraire, enfin que ça n'a pas été fait sous la contrainte. Voilà, c'est pas contraire aux intérêts des auteurs finalement et que vraiment tout le monde est d'accord, que personne ne soit lésé. On aura la réponse fin septembre de ce truc-là. D'une manière assez connexe d'ailleurs, puisqu'on est dans les procès là-dessus, il y a Perplexity qui vient de se faire attaquer par l'Encyclopædia Britannica et Merriam-Webster, qui est un dictionnaire anglo-saxon super connu. Perplexity est accusé de plagiat, tout simplement, et c'est même très fortement appuyé par des copies d'écran de Perplexity, qui va citer verbatim des trucs de l'encyclopédie, quoi. Et il est aussi accusé d'être une machine à bullshit parce que, parfois, enfin, disons, non seulement il cite verbatim des articles, mais parfois, il hallucine des informations. Et donc, on a des compagnies qui veulent pas trop qu'on associe leurs réponses à des noms, des gens, des lieux, des entreprises qui n'existent pas, quoi. Et ça, c'est vrai que ça la fout mal. Donc, Perplexity, c'est plus petit qu'Anthropic, hein, quand même, mais c'est valorisé à plus de 20 milliards de dollars. Donc, il pourrait quand même encore y avoir de très gros dommages et intérêts à la clé, quoi. On continue avec les infos dans les boîtes d'intelligence artificielle. Plusieurs infos en fait sur OpenAI, l'entreprise qui fait ChatGPT, qui signe un énorme chèque avec la société Oracle. Vous n'êtes pas prêts pour le chiffre? 300 milliards de dollars, il n'y a plus de limite. Je pense que quelques deals comme ça, et puis on tape le trillion, hein, il n'en faudra pas beaucoup comme ça. Et puis ils continuent à vouloir limiter de leur côté les hallucinations dans les réponses. Ça risque évidemment de pas mal progresser dans ce domaine. On parle aussi de leur relation si particulière, Guillaume, avec Microsoft. Oui, oui, petit tunnel de news sur OpenAI hein, qui a des grosses actus cette semaine. Et c'est vrai, tu l'as dit, 300 milliards de dollars C'est de énorme. contrats avec Oracle. C'est C'est ouf. sur 5 ans. C'est pour construire le plus Incroyable. gros complexe de data center du monde. Ça doit consommer quelque chose comme 5 gigawatts, un truc C'est dans le quelque cadre chose de comme ça. Stargate, hein, c'est ça? Ben Du alors oui, projet. oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ça a fait exploser l'action Oracle et ça a propulsé Bah, Larry j'imagine. Ellison, hein, son PDG, en tête du classement des milliardaires les plus milliardaires du monde. Je sais pas s'il est toujours, mais il a été l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk la semaine dernière. Alors attention, il est riche en pognon magique, hein, Mmh. parce que c'est Le il est chèque riche n'a pas été en encaissé. actions. Voilà, Non, mais ouais. c'est surtout l'action, elle a Ah bondi oui, de 40%. ah oui, très bien. C'est C'est la pas valeur très de l'action. raisonnable. Mmh. Une valeur d'action qui, du jour au lendemain, bondit de 40%, alors que les bénéfices de la boîte sont en réalité très Tout à stables. fait. C'est un peu, voilà, c'est quand même un petit peu enthousiaste. Et en plus, ces 300 milliards, ils devront être payés quand même à un moment. Ils vont C'est devoir ça. être payés Mmh. par une autre boîte, dont pour l'instant, on le rappelle, la grande spécialité reste quand même le déficit. Hein, ça, ils gagnent C'est pas de vrai. fric, OpenAI, du C'est tout, vrai. du tout, du tout. Mais bon, voilà, toujours côté pognon, Microsoft et OpenAI commencent à trouver un terrain d'entente hein, pour réviser leur mariage étrange et permettre aussi à OpenAI de changer de structure légale pour devenir une boîte privée standard, quoi. Le vieux Et serpent de lever mer. toujours plus de fonds, n'est-ce pas, Ouais. pour pouvoir les filer à Oracle, apparemment, pour que Sam Altman puisse dépenser toujours plus de cash qui ne lui appartient pas. Alors, on n'en sait pas grand-chose, hein, sinon que c'est pas encore définitif et que c'est non contraignant. C'est pour te dire à quel point c'est vague, mais Ouais. bon, apparemment, ça avance Mmh. un peu. Et d'ailleurs, Microsoft avance aussi de plus en plus dans son désir d'émancipation avec ChatGPT, puisqu'il vient de signer un deal avec Anthropic pour piloter le copilote de Office 365. Hein. Claude va donc pouvoir vous faire votre PowerPoint ou votre classeur Excel. Et puis on sait aussi que Microsoft veut son propre modèle et qu'il a déjà sorti une preview de My 1 qui doit hein, faire une grosse partie du boulot à l'avenir. Et Mustapha Suleiman confie que c'est un tout petit début, My 1. My 1, c'est une preview qui a été entraînée sur 15 000 H100. Genre, autant te dire à peine plus qu'un PC de gamer, tu vois. C'est dans un garage, ce truc. C'est du Bien bricolage. sûr. Et eux, ils veulent faire exactement comme Meta ou XAI, qui pour le coup sont sur des échelles 10 fois plus grosses, hein, c'est vrai. Donc, que Mai taille ou pas, il promet à s'améliorer significativement, et peut-être un jour il va croquer groc, je ne sais pas. Et pour finir, on peut mentionner, donc, comme tu disais, qu'il y a un papier de recherche d'OpenAI qui est intéressant, mais qui me laisse aussi un peu mitigé. Ah.
surtout qu'il a été plusieurs fois présenté par la presse ou sur YouTube comme une solution au problème des hallucinations, ce qui aurait été trop beau pour être vrai, et d'ailleurs c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il raconte du coup? Alors un chatbot, c'est bon, on va refaire le truc, hein, un chatbot c'est basé sur un modèle de langage, hein, donc c'est quoi? C'est une modélisation de la probabilité qu'un mot ou un autre sorte après une suite de mots donnés. En gros, pour donner une phrase, il vous sort le mot qui suit après. Un modèle de langage donc a un seul objectif, c'est compléter ta phrase avec le mot le plus probable dans le contexte, et c'est Mmh. tout. La vérité et les faits, on s'en fout, ça entre pas en ligne de compte. Donc si dans les données, c'est une connerie qui revient, il dira une connerie. Et puis s'il hésite, parce que, bah, il ne sait pas trop, il hésite entre plusieurs mots, bah, il pourra dire des conneries parfois. S'il sait pas, il va trouver un mot quand même, c'est son job, il sait rien faire d'autre, donc de toute façon, il dira quelque chose. On l'a Alors les suffisamment dit, auteurs admettent, effectivement. tout à fait qu'un modèle de langage strict, hein, c'est-à-dire comme je viens de décrire là, un modèle qui est dans sa phase donc de pré-entraînement, hallucine forcément et c'est irrémédiable. Le E, il s'intéresse à la seconde phase d'entraînement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le post-training aujourd'hui, hein, qui est désormais obligatoire pour créer un chatbot moderne. Mmh. Donc dans cette phase, on prend un modèle de langage qui a été bien entraîné sur j'ai des watts milliards de textes, et puis on va modeler le comportement du modèle pour qu'il s'habitue à parler au tour par tour, voilà, pour pouvoir dialoguer avec un formatage spécial souvent, et puis on va aussi le récompenser pour de bons comportements. Être poli, être gentil, être détaillé, être neutre, je sais pas t'insulter, ce genre de truc. Comme mon chat, il Et griffe pas, il a une friandise. bon, c'est exact, OK. on le dresse effectivement pour qu'il soit gentil, quoi, globalement. Et on peut aussi, d'ailleurs, dans cette phase, lui apprendre à réfléchir longuement, hein, pour les modèles qui réfléchissent, ce Pas genre comme de mon truc. chat, du coup. OK. Non, pas du tout comme ton chat, du coup. Donc, dans cette phase, on pourrait aussi apprendre à un modèle à ne pas halluciner. Ouais. Mais comment s'y prendre? Parce que le souci principal, selon les auteurs, OK. c'est qu'on encourage le modèle à répondre juste. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, ça veut surtout dire qu'on l'encourage à répondre tout court. Cool. Parce que s'il répond pas, il a forcément faux. Alors que s'il répond, il a une chance d'être bon. Même s'il n'en sait rien en fait. Et donc ça encourage à tenter le coup du bullshit. Technique bien connue de tous les élèves du monde, hein, qui ont déjà J'allais vu un le QCM. dire. C'est vraiment un truc de base, quoi. Et donc leur méthode, c'est de pénaliser les réponses fausses, hein, et de permettre aussi au modèle de ne pas répondre en disant ben, je sais pas. Et c'est hyper important tout simplement d'encourager le modèle à admettre qu'il ne sait pas, plutôt qu'à forcément répondre même à un truc qu'il ne sait pas en fait. Et c'est comme ça, j'ai l'impression, mais c'est pas totalement explicite, qu'ils arrivent à ce que GPT-5 hallucine moins. Mmh. Donc il y a un tableau intéressant qui compare GPT-5 à GPT-4o. Alors GPT-4o, lui, s'abstient jamais. Il répond tout le temps, il ne peut pas s'en empêcher. Et il a raison que 24% du temps. Ça veut dire qu'il raconte absolument n'importe quoi 64% du temps. Alors c'est sur le set de questions de test, hein, c'est pas en général, attention. GPT-4o ne dit pas 75% du temps des conneries. Là, c'est sur les questions qu'on lui a posées à ce moment-là. GPT-5, curieusement, il n'a raison que 22% du temps, ce qui n'est pas super flatteur en fait, puisqu'il a un peu moins raison souvent que GPT-4o. Par contre, lui, il s'abstient de répondre 52% du temps. Mmh. Ce qui veut dire qu'il hallucine quand même 26% du temps, hein. Donc Mmh. ce n'est pas zéro, ce n'est pas une solution parfaite du tout au problème des hallucinations. Mais par contre, bah, c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire qu'il fait moins d'erreurs, disons voilà, quantitativement. Ce qui est assez intéressant, mais il y a quand même aussi un côté un peu décevant dans cette recherche, ou enfin, en tout cas qui laisse un peu sur sa faim, je Mmh. dirais, parce que on se pose jamais vraiment la question de savoir comment un modèle choisit de ne pas répondre. Comment un modèle sait qu'il ne sait pas? Mmh. Je veux dire, cette forme de métacognition, c'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Et en fait, on a l'impression que les gens chez OpenAI partent du principe que le modèle a une forme de métacognition qui lui permet de savoir quand il sait et quand il ne sait pas. Alors que même moi, je sais pas quand je sais pas. Je veux dire, c'est vrai, je veux dire, tu vois, Mmh. on part du principe qu'on peut faire du post-training pour que le modèle s'auto-censure, mais et qu'il le fait toujours à bon escient. Mais il pourrait très bien, par exemple, choisir de ne pas répondre alors qu'il connaît la réponse, tu vois? Mmh. Comment il a conscience de ce qu'il sait ou pas? Même moi, il y a des trucs, je pense savoir qu'en fait, je sais pas. Donc tu vois, c'est utile, attention, c'est pas un truc, c'est pas complètement une connerie, hein, c'est utile. D'ailleurs, GPT-5, c'est quand même un peu mieux qu'avant, il faut le dire. Mais Mmh. bon, ça répond pas franchement aux questions fondamentales, je trouve. Ouais, c'est compliqué. Moi, ça m'a l'air d'être un domaine de recherche qui va sans doute être, long à être, pleinement, nourri, et ça va, probablement occuper pas mal de monde pendant les alors j'allais dire les années à venir, mais évidemment à l'échelle des intelligences artificielles, c'est plutôt dans les mois à venir quoi, pendant très longtemps quoi. On continue avec les expérimentations, Guillaume, avec les LLM, les grands modèles de langage, et justement aussi avec GPT-5, le dernier donc de chez OpenAI. Mais là, cette fois-ci dans la recherche mathématique, c'est ça? Oui, alors là, attention, c'est du lourd, enfin, c'est du Ouf! sérieux, puisque 3 chercheurs en mathématiques ont voulu essayer d'utiliser GPT-5 pour prouver un nouveau théorème.
Ah! Alors, en tout cas, pour essayer d'aller plus loin que ce qu'on sait, dans un cas très particulier de théorie des probabilités, que je ne vais surtout pas détailler parce que je n'ai absolument rien compris à ce qu'il voulait faire. Mais bon, en gros, Ambitieux. dans certaines conditions, ça converge, mais on ne sait pas comment. D'accord. Alors, bon, on ne sait pas à quelle vitesse, quoi. Et donc, ils ont voulu aller plus loin et trouver comment ça converge, c'est-à-dire avoir des bornes, savoir à quelle vitesse ça converge, tout ça. Donc, ce sera un résultat nouveau qui sera une extension d'un résultat connu, en gros. Alors, comment ça s'est passé? Il ne faut pas s'attendre à ce que ChatGPT fasse tout le truc lui-même, hein. Il va Mmh. être un exécutant, les impressions finales des chercheurs sont mitigées. Pour eux, c'est comme travailler avec un très jeune chercheur débutant. On doit le guider, le faire explorer diverses pistes. Il fait des erreurs, il oublie des hypothèses majeures d'ailleurs, il peut même rater des résultats intéressants. Par contre, il a quand même une certaine compétence, quoi. Et puis il capte les erreurs quand tu lui montres qu'il fait des erreurs, tu lui montres où elles sont. Il propose des trucs, il sait suivre les instructions. En fait, il n'est capable de lui-même d'arriver à des nouvelles idées, mais de manière incrémentale, quoi. C'est-à-dire, il est capable de combiner des idées pour en faire de nouvelles, mais il n'est pas capable d'innover vraiment. Il n'est pas capable de créer la nouveauté, tu vois, de manière, comme une sorte de rupture. C'est forcément incrémental, quoi. Et donc, c'est une demi-bonne nouvelle. Premier point noir, bah, ça fait pas encore gagner du temps, en fait, d'après leur Ouais. expérience. Parce qu'en fait, l'obligation de toujours tout relire, ce que fait une IA, de la corriger, de lui pointer les erreurs, de faire des allers-retours en permanence, et de relire encore tout ça, bah, ça prend du temps. Et d'ailleurs, en l'occurrence, hein, dans le cas qu'ils ont pris d'exemple, ils seraient sans doute allés plus vite s'ils avaient fait ça tout seuls, quoi. Mmh. Autre souci, ce genre d'outil sera quand même utilisé, c'est sûr, hein, et leurs capacités vont modeler les nouvelles voies de recherche vers des modes de recherche plus incrémentaux, quoi. Avec des plus petits résultats, très analogues à ce qu'on a déjà, qui représentent des petites avancées par petits pas, par petits bouts. Et finalement, ça risque de limiter encore plus les recherches, plus innovantes, hein, plus nouvelles, quoi, hein, qui sont plus ambitieuses ou plus audacieuses. Alors, c'est déjà un travers de la recherche à l'heure actuelle, ça, hein, parce que faire des choses ambitieuses et audacieuses, ben, c'est prendre des risques, c'est prendre des risques de se rater, de ne pas publier. Et avec la course à la publi, c'est déjà un problème dans la recherche normale, quoi. Enfin, je veux dire, sans GPT. Mais en fait, GPT-5, à sa manière, risque d'encore amplifier ce truc-là. Et enfin, pour eux, donc pour les étudiants, pour les doctorants, pour les chercheurs, là, il y a un vrai danger de pouvoir avoir plus rapidement des résultats concrets et corrects, finalement, mais assez creux, finalement, et qui n'encouragent pas une exploration plus large, tu vois, à voir plus large, à prendre un petit peu de recul et de hauteur, quoi, et à développer une vraie créativité indépendante, quoi, parce que, bah, voilà, avec ChatGPT, tu peux publier vraiment, mais bon, quoi. Donc en gros, ils sont pas méga chauds, en fait, même s'ils admettent sans problème que bah, c'est quand même déjà impressionnant. Parce que, ben voilà, hein, de ChatGPT 3.5 à GPT-4, il y a eu un gap assez important. Voilà, ils ont testé GPT-5, qui en l'occurrence est un modèle qui réfléchit, donc ça a encore été une rupture. Et donc, forcément, si tu veux, voilà, la courbe de progression est vraiment très impressionnante, quoi. Ça c'est certain. Et peut-être que dans 2 ans, tout sera encore différent. On a quand même une tendance un peu en fil rouge. Alors j'essaye peut-être de relier des trucs qui ont rien à voir, hein, finalement, Guillaume, mais dans cet épisode, on a parlé, de la musique et comment les plateformes techniques et leur, business model influencent quelque part, vers le bas, hein, tendent à niveler vers le bas la production des artistes. En tout cas, raccourcissent leur musique. Je ne sais pas si ça nivelle vers le bas, mais en tout cas, ça modèle un petit peu leur musique. On a vu à quel point les réseaux sociaux modelaient aussi, hein, les contenus qui étaient consommés. Puis là, on voit que c'est dans la recherche. Et que c'est vraiment hyper important de suivre ce qui se passe dans la tech. Et puis j'espère que ce que vous partage Guillaume Poggiaspala dans Tech Café est de nature à vous faire réfléchir à ces sujets-là et contribue à vous nourrir. Et puis je ne doute pas une seconde que ce sera le cas avec ton ultime sujet avant de passer à la rubrique jeux vidéo. On va parler d'un sujet aussi très vaste, mais qui s'annonce, j'imagine, fascinant. Des recherches cette fois-ci sur le déterminisme dans l'inférence. L'inférence, ça, on le rappelle, c'est l'exécution des intelligences artificielles. Par contre, le déterminisme dans l'inférence, il va falloir faire preuve de pédagogie, Guillaume. Oui, oui, pour conclure cette section, je vais vous surprendre, voilà. Peut-être, peut-être. Parce que alors déjà, Tu bon, es ce de droite. sujet Pardon. ce su c'est Pardon. Excuse-moi. oui, non, bref, non, mais vous saurez jamais de toute façon. Mais bref, Tu es un si vous humain. avez pas oui, bon, si vous avez pas déjà, enfin, on s'en fout. Bref, c'est pas du tout le sujet. Arrête de me couper comme ça. Désolé. Donc on en sait un peu plus. En fait, c'est de là que vient ça, ce sujet, qui va vous paraître à certains moments complètement habitable, mais en fait, ça vient d'une news. Parce qui est qu'on en sait un peu plus, enfin, sur ce que veut faire Thinking Machine, qui est la startup créée par Mira Murati. Donc Mira Murati qui s'est barrée d'OpenAI, hein, qui était quand même son CTO, et donc elle a créé une startup avec d'autres collègues de la boîte, et cette startup pèse déjà des milliards de dollars.
Et jusqu'à la semaine dernière, on savait que dalle dessus. On n'avait aucune idée de ce qu'il foutait. Voilà. C'est inquiétant. Et ça. là, dans un long post de blog, ils dévoilent pour la première fois un projet concret et un objectif. Voilà. Et cet objectif, c'est rendre les chatbots déterministes. Et là, vous allez me dire, peut-être vous allez voir exactement la même réflexion que moi quand j'ai lu le truc pour la première fois, c'est putain, 12 milliards pour mettre la température à zéro, c'est quand même un peu fort. Oui, parce que si vous êtes des auditeurs fidèles de Tech Café, Oui. vous savez qu'en fait, un chatbot, il est déterministe par essence. Un chatbot est basé sur quoi? Un modèle de langage. Ok, ce Oui. modèle de langage, c'est quoi? C'est une distribution de probabilité. Oui. Une approximation d'une distribution de probabilité qui est donc concrètement, très concrètement, c'est une fonction, tu lui donnes une grosse suite de nombres, il te crache à l'échange une autre grosse suite de nombres qui n'a pas la même taille, voilà. Et il n'y a aucun hasard dedans. C'est-à-dire, j'ai même suite de nombres en entrée, même suite de nombres en sortie. Il y a absolument rien, tout est déterministe, il n'y a aucun hasard dedans. Et pour générer des mots, il faut faire des échantillonnages en fait de cette distribution de probabilité. Et donc les résultats du modèle de langage, donc de cette grosse fonction habitable là, elle est utilisée pour choisir le mot qui suit dans la phrase. Et donc dans cet échantillonnage, la plupart du temps, on choisit d'insérer un peu d'aléatoire pour que le modèle écrive mieux, pour qu'il soit un peu plus créatif, pour qu'il ne se répète pas, pour qu'il ne soit pas trop aride, pour qu'il ne parle pas en boucle aussi, ce genre de choses. Mais on peut aussi choisir de faire l'échantillonnage de manière systématique. On peut prendre par exemple toujours la plus grande probabilité. Ou si tu veux, toujours la deuxième plus grande probabilité, ou toujours la troisième On plus fait grande ce qu'on veut. probabilité. Voilà. Quoi qu'il arrive, si tu fais un échantillonnage qui est déterministe, le chatbot l'est aussi. Même phrase en entrée, même mot en sortie. Toujours pareil. Et pourtant, en pratique, c'est pas ce qui arrive. Pas toujours. Mais alors, quelle est cette sorcellerie? Fake news? Est-ce que je vous ai menti pendant tout ce temps? Tu nous as menti pendant tout ce Est-ce que temps. je vous raconte n'importe On va mettre à la quoi depuis poubelle tout tous les dossiers que tu as écrits avec amour pendant des années. You're fired. Je suis renvoyé. Eh ben non, pas du tout. En théorie, tout est absolument vrai. En théorie, c'est 100% vrai. En pratique, selon les implémentations de tout ça, ça peut être faux. Même sans une once d'aléatoire dans les algos, si tous les algos sont strictement déterministes, les résultats que tu as sont pas toujours déterministes. Donc la première chose à savoir pour expliquer ce mystère, quand même, c'est que nos ordinateurs et nos GPU en particulier utilisent des nombres à virgule flottantes qui ont donc forcément une précision finie, limitée, et que donc automatiquement, en pratique, le résultat d'un calcul peut dépendre de l'ordre dans lequel vous faites les opérations. Alors, on va prendre un exemple très simple. En général, ça dépend pas de l'ordre. Très souvent, c'est pas vrai ce que je dis, mais il y a des cas où ça arrive. Alors, c'est des cas où, par exemple, vous additionnez des nombres qui sont très petits, donc sont très grands. Alors, prenons un nombre assez petit, comme 0,1, et puis vous allez lui ajouter un nombre énorme, genre 10 puissance 20. Ok, Et le résultat de ça, c'est 10 puissance 20. évidemment. Parce que vous imaginez bien qu'en virgule flottante, 0,1, il dégage. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas assez de précision. Si vous réenlevez après 10 puissance 20, tu vas obtenir 0. Donc tu n'obtiendras pas 0,1. Parce que le 0,1, il aura été noyé. Maintenant, si je fais le même calcul, c'est parce que le calcul que je viens de faire, c'est quoi? C'est 0,1 plus 10 puissance 20 moins 10 puissance 20. Mais cette fois, au lieu de faire la première opération avant, je fais la deuxième opération avant. C'est-à-dire que je fais 10 puissance 20 moins 10 puissance 20. Ça fait 0. Donc si je rajoute 0,1, là on le voit. Ça fait 0,1. Voilà. Et du coup, selon l'ordre dans lequel je fais cette suite d'opérations, j'ai pas le même résultat. Exact. Ouais. J'ai 0,1 ou j'ai 0. Et donc, c'est la zone. Ah ouais. Surtout que quand on s'attaque à des calculs aussi monstrueux que ceux qu'on doit faire pour faire de l'IA, on fait des sommes et des produits sur des centaines de milliards de nombres qui sont répartis sur des milliers de cœurs, qui sont tous indépendants, qui travaillent tous en même temps, tous en parallèle. Traditionnellement, ce phénomène est déjà connu depuis longtemps. C'est un phénomène de non-déterminisme des LLM qui est expliqué comme ça. C'est-à-dire les cœurs GPU travaillent dans leur coin, et selon l'ordre dans lequel ils finissent les opérations, selon l'ordre dans lequel ils finissent leur boulot, les opérations ne sont pas faites forcément dans le même ordre, et comme on est en précision flottante, ça ne donne pas toujours exactement le même résultat. Ça y est, on a notre explication. Ouais. Eh bien, en fait, non. Ah. En fait, c'est pas si clair du tout. Et parce que, en réalité, sur une même machine, sur un même matériel, pourquoi, d'une fois sur l'autre, les cœurs finiraient dans des ordres différents, à chaque fois? C'est pas clair du tout, ça. Surtout, en fait, quand on regarde comment sont codées les routines qui appliquent effectivement les calculs au cœur de GPU, on se rend compte qu'en réalité, les réductions, c'est-à-dire les sommes, grosso modo, comme on vient de faire là, où justement tu as ce genre de problème qui arrive, en fait, ces sommes-là, elles sont souvent regroupées sur des cœurs. Elles ne sont pas réparties entre les cœurs parce que c'est pas efficace, en fait. Et du coup, ça n'arrive à peu près jamais. Et donc, en fait, cette explication, elle tient pas.
Mince. Et d'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience chez vous, hein. Vous Ah, mettez la température à 0 si vous avez un chatbot, voilà, vous téléchargez en un petit modèle local, de ouais. langage, hein, en LM local, Studio, vous par mettez la exemple. température à 0 dans LM Studio, vous Mhm. regardez, bah, vous aurez un chatbot déterministe, hein. Ouais. Par contre, si vous utilisez l'API OpenAI ou ou ChatGPT ou l'API OpenAI, voilà, d'OpenAI, bah là, c'est pas gagné. Vous allez pas forcément être déterministe, même en température 0. Mais alors pourquoi, mon Dieu, mais pourquoi? Mais c'est Bah pas pourquoi? possible. Qu'est-ce qui différencie ton setup à toi chez toi, avec ton petit LLM local et OpenAI? Hmm. Qu'est-ce qui différencie les La deux? taille, le nombre de ressources à disposition, le fait que ce soit pas les mêmes LLM. Eh ben pas du tout. Ah. C'est le problème, c'est que vous êtes plusieurs chez OpenAI, alors que vous êtes tout seul chez vous. Il Ah. y a les échelles. Ces échelles, justement, c'est que, enfin, donc un des facteurs d'échelle, c'est que OpenAI a des millions d'utilisateurs simultanés Ah oui. et que pour économiser énormément de puissance de calcul, il va batcher les requêtes. Donc en gros, au lieu de charger chaque couche du LLM pour un seul vecteur, c'est-à-dire le tien, quoi, voilà, Mhm. toi, Mhm. utilisateur, Mhm. bah, il va combiner plein de vecteurs, c'est-à-dire plein de requêtes de plein de gens, ça va faire plein de vecteurs, il va les combiner en un énorme Je vecteur. pensais pas du tout qu'ils faisaient ça, Et d'accord. en fait, ce batch-là, il va passer à travers les couches du LLM en une fois. Ok. Évidemment, ça va faire plus de calculs que si vous avez un seul vecteur, Ouais. mais vous aurez beaucoup moins d'accès mémoire. Parce que les couches du réseau seront chargées qu'une fois pour plein de clients au lieu d'une fois par client. Ok. Et ça, c'est une Ah, c'est économie qui est intéressant, je savais absolument pas du tout que c'était vitale comme ça que ça marchait. parce Ok. que c'est des charges de travail qui sont très très dépendantes de la bande passante mémoire. Donc, en D'accord. fait, tu optimises en fait le ratio calcul sur bande passante en faisant ça. D'accord. Et tu utilises tes cartes graphiques au maximum parce que sinon elles sont sous-utilisées. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et en fait, il est là le problème. Parce que si pour chaque client, le LLM est déterministe, on ne sait pas dans quel ordre les divers clients vont être insérés dans le batch. Et ça, c'est impossible à prévoir. Ça, c'est un facteur d'aléatoire qui, lui, par contre, va affecter l'ordre final de la totalité des calculs finaux, qui va introduire une dose d'imprévisibilité dans les résultats. Et c'est pour ça qu'OpenAI ne peut pas fournir un service de chatbot ou de LLM qui soit déterministe, qui soit strictement reproductible. Tant qu'ils font ce fonctionnement-là, qu'ils sont obligés de faire pour satisfaire tout le monde sans que ça explose dans tous les sens, ce Qui sera sont obligé que ça continue comme ça. obligés de faire parce qu'économiquement, ce serait Voilà. pas possible de Ce faire serait autrement. déjà que c'est pas très viable leur truc, mais là. Donc voilà, et c'est pour ça en fait. Et c'est là que Thinking Machine va entrer en scène en fait. Parce que c'est donc déjà, c'est eux qui ont vraiment réfléchi là-dessus et qui ont déterminé quel était le problème précisément. Et donc, ils veulent concevoir et vendre une suite d'outils qui puissent garantir un fonctionnement déterministe, entièrement prévisible des LLM, même à grande échelle, et ça sans coûter trop cher en performance. Mais est-ce qu'il y a un besoin là-dessus? Est-ce qu'il y a un besoin? Probablement. Parce que j'ai tendance à penser que si on a vraiment ce besoin-là, j'imagine que des LLM open source peuvent satisfaire le besoin, non? Mais En local, ça, tu c'est vois? pas. Non? Non, pas forcément, parce que tu as toujours des gens qui préféreront passer par des API, par le D'accord. cloud et pas s'emmerder Ok. à faire le truc en local ou qui n'ont pas les ressources en fait. Et D'accord. en Ok. fait, comme on est de plus en plus sur des agents et que les comportements des agents, bah, il est déterminé par le comportement des LLM, en fait, il y a des agents, si les LLM ne sont pas déterministes, des agents qui ne sont pas non plus déterministes et qui, pour une même tâche, sont susceptibles de faire des choses différentes. Et donc, bah, ça, on n'aime pas trop. On préférerait avoir des LLM qui soient pas déterministes, qui utilisent les mêmes choses dans les mêmes conditions, qui donnent des agents qui fassent les mêmes actions dans les mêmes conditions, et ça, on préférerait, en fait. Et donc, c'est très important, en réalité, d'avoir des LLM déterministes. Je pense que en tout cas, ça intéresse pas forcément tout le monde, hein, mais je veux dire, je pense qu'il y a quand même une demande. Et donc, l'idée, c'est de faire des librairies de bas niveau qui s'assurent que tout ça synchro, en réalité. Et ça, sans faire baisser trop les performances, et c'est ça que veut faire Thinking Machine. Et de ton point de vue, est-ce que ça justifie la valeur de Thinking Machines pour l'instant? Cette publication et cette C'est orientation de compliqué. travail? Là, c'est un peu compliqué à dire. Je dirais que tout le monde va probablement y passer si c'est possible. Mmh. Parce que justement, pouvoir assurer à tes clients un service complètement garanti, en quelque sorte, Ouais. je pense que c'est très attrayant en réalité, et que si OpenAI peut le faire, je pense qu'il le fera. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage, Guillaume. On en sait un petit peu plus sur cette entreprise du Muramirati. Et puis, depuis le temps qu'on disait, on ne savait pas ce qu'il allait y avoir derrière, on commence à y voir un tout petit peu plus clair. Quelque chose me dit que c'est en plus qu'un aspect des recherches qui sont faites derrière. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces clés de lecture et cet éclairage sur l'actualité tech au sens large et sur l'intelligence artificielle en particulier. Mais on ne s'arrête pas là, restez avec nous, on va parler un peu de jeux vidéo parce que la semaine dernière, il y avait un événement majeur, en tout cas il était présenté comme tel,
un Nintendo Direct, donc une conférence d'annonce de Nintendo de 1 heure, le plus long de l'histoire de Nintendo et surtout une date clé qui, moi, m'a donné envie de voir cet événement. Je l'ai vu, je voulais pas me faire spoiler, je l'ai vu un petit peu en replay. Je me suis dit, il ne faut pas que je manque ça. C'était les 40 ans de Mario, mais je me suis dit, on va avoir un Mario majeur à la hauteur de Mario Odyssey sur la Switch 2 qui va tirer parti de toutes les fonctionnalités de cette console. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce Nintendo Direct? Un énorme mensonge surtout, c'est ça Oh, qui s'est passé. Mais quelle oui, honte! mais oui, c'était un Oh, Nintendo Direct des 40 ans de Mario, alors qu'en fait, eh ben non, il a pas 40 ans. Tu te rends compte, Mario, quand même, c'est pas possible, hein. Il est que 41, il commence déjà à faire sa diva et à mentir sur son âge. il Ah, c'est donnera fou. pas de sa naissance. Je veux dire, il a pas 40 ans, Mario, il en a 44, chochotte, va. Oh là Euh, là, mais pourquoi il il y a a cette apparu, différence alors? il a apparu dans Donkey Kong, ça date de Oui. 81. Il a apparu dans Mario Bros en arcade avec Luigi en 83. Si Mario, il a 40 ans, alors moi j'en ai 27, voilà, je m'en fous. Tu sais, Oh, c'est scandale. je pense que c'est les équipes marketing qui se sont dit, mais les gars, on a manqué les 40 ans de Mario. C'est pas grave, dis rien, on va dire que ça commence là, En ça fait, fera 40 ans. Allez, on y va, on y en va. fait, ils le disent, mais bon, c'est Ah avec, merde. c'est 40 ans de Super Mario Bros, le jeunesse. Les petits malins. Voilà, et donc ça, effectivement, c'est le jeu qu'on a tous connu, Ah, voilà, c'est qui a vrai. 40 ans. Ce qui nous rajeunit pas vraiment Non. non plus, c'est vrai, hein. C'est comme entendre les chansons de ta jeunesse sur Radio Bleu, quoi, tu vois, c'est... Ouais, bon, faites pas les malins, les jeunes, hein, parce qu'un jour, Booba aussi sera sur Radio Bleu. Le seul truc qui vieillit pas dans l'histoire, c'est Radio Bleu. Enfin bon, quoi qu'il en C'est vrai. soit, il va y avoir un nouveau film Mario pour cette occasion, parce On le qu'effectivement, savait ça, mais on savait pas le thème. un Mario spécial Switch 2, il y en a pas, hein, c'est clair que non. Mm. Il y a un nouveau Mario qui est un Mario Super Mario Galaxy, en fait, qui sera adapté en film par Illumination, toujours. Hein, je vois pas pourquoi il changerait une équipe qui gagne. Tout à fait. Il y aura un Mario Tennis Fever sur Switch 2. Il y aura donc un nouveau Super Mario... Non, il y aura des nouveaux niveaux pour Super Mario Wonder sur Switch 2. Ah, voilà, donc il y aura une édition Switch 2, histoire de gratter un petit peu au passage quelques billets. Et on aura un nouveau Yoshi qui va trimballer un machin sur son dos, comme bébé Mario il y a si longtemps. Ouais, Cette fois, c'est clairement ce ce sera... jeu-là que ça m'a fait penser. Moi, je Ah bah l'adorais toi ce jeu. aussi. Je l'avais Mais adoré. parce qu'il est Yoshi très, très bien, Island. ce jeu. Yoshi, absolument, Yoshi Island. Et alors cette fois, ce sera une fleur, hein, mais il y aura pas mal de puzzles. C'est toujours très barré, très mignon, évidemment. Mm. Et en termes de trucs barrés, on avait aussi Tomodachi Life, qui est une sorte de Sims très chelou, avec des visages et des voix qui sont souvent au bord du cauchemardesque. Parce qu'ils parlent, en fait. C'est des Sims, mais qui parlent vraiment. Mais ils ont la particularité de parler avec un synthétiseur vocal qui a été fait en 94. Ça fait partie du charme, on va dire. Et puis bon, sinon, évidemment, il y a eu donc les Super Mario Galaxy qui vont arriver, donc des rééditions Switch. C'est bien parce que c'est des bons jeux, hein, il faut voilà, pas dire... je sais pas qu'on peut rien dire d'autre, hein, c'est des super jeux. Sinon, il y avait aussi les partenaires, hein, c'est les éditeurs tiers Ouais. donc, qui annonçaient plein de choses, dont des surprises, puisque je m'attendais pas vraiment à voir Resident Evil Requiem sur Switch 2, finalement. Et il vient pas seul en plus. On pensait qu'il se sentirait à l'étroit. Il y a tous les Resident Evil qui y passent, me semble-t-il. J'ai noté perso l'arrivée d'un remake de Fatal Frame 2, auquel j'ai pas mal joué sur Xbox personnellement et que j'ai jamais fini d'ailleurs. Un jeu d'horreur ancré au Japon, qui peut-être pour faire oublier l'absence de Silent Hill F sur Switch. En tout cas, il y a aussi des nouveaux Pokémon. Perso, je m'en fous un peu. Il y a Metroid Prime 4. Évidemment, j'ai retenu le meilleur pour la fin. Enfin, en tout cas, on espère. Un nouveau Fire Emblem. Ouais. Fortune's Weave. Les liens du destin, un truc comme ça. Voilà. Et c'est toujours pareil, en fait. Mais en plus joli. Et c'est exactement ce qu'on veut, je pense. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le fait que Nintendo arrive... Je crois pas qu'il y ait un précédent. Pardon, je crois pas qu'il y ait un précédent là-dedans dans le domaine du jeu vidéo. Peut-être que je me trompe, tu vas me dire. Mais un DLC aussi rapide après la sortie du jeu pour Donkey Kong Bonanza, il est sorti quoi, il y a un mois? Même pas? Oui. Et il y a déjà un DLC qui va arriver dans quelques semaines. Enfin, je trouve ça ahurissant. Ça en est grossier, hein. Et alors moi, je me réjouis, par exemple, d'avoir Super Mario Galaxy Nintendo Switch 2 édition qui arrive parce que je ne l'ai pas fait. Ce jeu, ça fait partie des grands Mario que j'ai pas fait. J'avais pas fait non plus Super Mario Wonder. Donc voilà, il revient avec des niveaux en plus très bien. Je pense effectivement qu'on est nombreux à être dans le cœur de cible de Nintendo, à savoir des gens qui n'ont pas pu bouffer tout ce qui a été fait par Nintendo en termes de Mario et compagnie et qu'ils les sortent avec la console la plus moderne. Bah, franchement, c'est chouette. Mais il y a quand même un vent bizarre, Guillaume. Il manque pas un gros truc, un gros Zelda, un Mario Odyssey, un truc. Ça commence à faire long depuis que la Switch 2 est arrivée et surtout annoncée.
pour avoir un titre mastoc, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Bah, oui, carrément, hein, surtout du côté de Zelda, parce que bon, enfin, Tears of the Kingdom, bon, il divise un peu, mais enfin, disons, on va quand même dire, c'est quand même une sorte de Zelda 1,5, quoi, Ouais. déjà, à Mm. l'époque. Et donc, c'est vrai qu'un vrai Zelda un peu différent, bon, un peu vraiment nouveau, c'est vrai que ça aurait pu être sympa quand même. Mais bon. Et après, en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que c'est bien sain de toujours vouloir du nouveau, du changeant? Est-ce que finalement c'est possible? Est-ce que c'est pas les travers que nous amènent les algos des réseaux sociaux à toujours vouloir être nourris par du renouvellement? Je vous laisse vous poser la question. En attendant, je vous laisse aussi vous poser la question de est-ce que vous allez mettre de l'argent de côté pour le nouveau gadget, nouveau entre guillemets, de Nintendo? Guillaume, Nintendo a décidé de déterrer le Virtual Boy. Et oui, sorti en 95, hein, si j'avais eu l'argent à cette époque, je l'aurais bien entendu acheter, penses-tu? Mais et j'aurais dû me dépêcher d'ailleurs de l'acheter parce que ça a été un bide intersidéral, hein, à tel point qu'aujourd'hui, acheter un Virtual Boy et surtout les jeux qui vont avec, ça coûte une fortune. Et d'ailleurs, Nintendo fait faut clairement un blocage psychologique sur la machine. C'est-à-dire qu'ils n'en ont plus jamais parlé, ils n'ont jamais rien C'était un sujet ressorti, tabou. même sur 3DS, alors que ça aurait été parfaitement naturel, hein, vu qu'il y avait Mmh. des trucs, hein, bon. On rappelle que le Virtual Boy, hein, effectivement, ça prenait la forme d'un casque VR que tu poses sur la table et qui te montre une image en relief, en 3D, dans le casque, hein, la manette est déportée. Et c'était quand même complètement innovant en 95. Alors il y avait des petits soucis, l'affichage était monochrome rouge, on aime ou pas, et le système, alors sur lequel je ne vais pas m'étendre, qui était extrêmement innovant et très très peu cher à implémenter, était aussi très très inconfortable pour les yeux en fait. Donc pour couronner le tout, la machine est effectivement vue comme une Super Game Boy, donc on avait une résolution pas terrible avec des jeux qui étaient globalement en 2D, en 2,5D quoi, hein. Donc ça a pas pris. Nintendo a quand même réussi à faire son deuil, apparemment ils sont passés par toutes les phases, hein, ça n'a pas été facile, mais 30 ans plus tard, ils ont tourné la page et donc le Virtual Boy va ressortir sous la forme d'un accessoire pour la Switch 2 qui rappelle Évidemment. un cardboard, hein, tout simplement. C'est tout simplement un support comme on en trouve pour les téléphones par brouette, hein, sur les vides-greniers. C'est un support dans lequel vous insérez votre Switch 2. Mais il aura la forme d'un Virtual Boy, il a les bonnes dimensions, il vient avec une émulation qui offrira 14 jeux à découvrir de cette époque perdue et vaillante, hein, des années 90. Donc voilà, alors évidemment à tous les coups, ce dock qui va coûter 100 balles, va être en quantité limitée. Donc ce sera plus de 200 balles sur eBay, très rapidement, à moins que vous n'optiez pour la version Clodo, puisqu'apparemment il y a une version en carton qui Oui, va j'ai vu sortir ça. pour Je l'avais pas vu pendant les l'annonce, moi, mais plus économes, mais néanmoins curieux des joueurs. En tout cas, voilà, vous pourrez bientôt découvrir le Virtual Boy comme à l'époque, voire mieux qu'à l'époque, parce que voilà, ce sera toujours rouge, c'est vrai, mais je pense qu'avec les lentilles et les écrans qu'on a maintenant, ça va être beaucoup moins dur pour les yeux. ils font fort quand même Nintendo, hein, de nous vendre un accessoire qui va dépendre de l'abonnement au Nintendo Switch Online plus Expansion Pack, donc leur plus gros abonnement. Voilà, vous achetez, cet accessoire, si demain vous ne renouvelez pas, l'abonnement au Nintendo Switch Online plus Il fait Expansion joli, Pack, hein, sur votre bah, vous pouvez mettre étagère. ça de côté. Comment? Il fait joli sur votre étagère. Il fait jeu. Cela dit, c'est peut-être ce que 95% des gens attendent, parmi celles et ceux qui l'achèteront, attendent de cet appareil, c'est de faire joli sur l'étagère et c'est déjà pas mal et j'imagine qu'ils vont vendre, tout ce qu'ils vont produire donc ils ont bien raison de le faire après tout, chacun fait ce qu'il veut. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode de Tech Café, j'espère que de votre côté, vous avez été informé, éclairé, diverti et que vous avez passé malgré tout un bon moment. En attendant, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices où on te retrouve? Écoute, moi, tout ça m'a donné envie de relancer Fatal Frame 2 parce que je l'ai toujours, hein, et ça marche toujours. Le Tiens côté un donc, peu daté fait le job, en fait. C'est très sombre et très glauque. Et sur mon vieil écran cathodique, eh ben, ça le fait toujours, hein. Tu joues dans le noir complet, tu vois. Sur un vieil écran cathodique qui grésille un peu avec quelques parasites comme ça, c'est mieux. Et puis le must, tu joues dans le noir, le casque à fond. C'est comme ça, quand ta femme vient comme ça, te tape sur l'épaule pour te demander mais qu'est-ce que tu fous? Normalement, tu as une crise cardiaque. C'est vraiment c'est clair, l'immersion totale. c'est merveilleux. Provoquer un petit peu ou plutôt, muscler votre cœur comme ça, hein, ça vous permettra de vivre plus longtemps à vos risques et périls, bien entendu. Merci Guillaume. Pour ma part, vous me retrouvez, en ce moment un petit peu plus, en vidéo, hein, en live notamment sur Twitch, YouTube. Merci beaucoup, pour vous qui venez regarder, mes diffusions notamment que j'essaie de faire. Je faisais le vendredi matin, mais j'en ai fait aussi ce week-end, comme je vous le disais, pour le montage de cette imprimante 3D qui était en kit. J'ai d'autres projets, bien entendu. On me demandait beaucoup: «Est-ce que tu vas refaire des jeux vidéo?» Donc, oui, j'ai quand même prévu évidemment de refaire des jeux vidéo, même si je ne ferai pas que ça. Venez donc vous abonner sur, Twitch et sur, YouTube. Comme ça, vous aurez, avec les petites cloches et les petites notifications, les infos
de quand je me mets en ligne et je serai ravi d'interagir avec vous. En attendant, je compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je serai ravi de vous retrouver en compagnie de Guillaume Poggiaspala dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.